Sylvain Coudray, donc Saint-Gobain Ecofond. Donc bienvenue dans la tour Saint-Gobain. Et donc je serai accompagné du coup de plusieurs membres de la commission AFNOR Est30D, qui sera du coup représentée aussi par l'AFNOR par Victoria, qui est ici présente. Et donc on va dérouler donc le sommaire. Thomas, je te laisse si tu veux le présenter. Bonjour à tous, Thomas Bonzon, donc, je suis le président de la commission AFNOR Est30D qui traite du bruit au travail. Et donc voilà, cette matinée de présentation de la norme, elle va commencer par une présentation de la normalisation par Victoria, qui est donc la secrétaire de notre commission. Moi, mon message par rapport à ça, c'est de vous inviter à venir participer aux actions de normalisation. On a besoin de tout le monde, en particulier d'utilisateurs finaux. On a pas mal de monde dans notre commission, mais c'est vrai qu'on avait des gens, notamment de chez Renault, Michelin, EDF, etc., qui certains sont partis à la retraite, et bon voilà, on a du mal à avoir des personnes. Donc si vous êtes intéressés, voilà, venez travailler avec nous. On est une équipe sympa, ça devrait bien se passer. Voilà, donc cette partie-là de présentation de la normalisation. Ensuite, vous aurez Laurent Drouin du CIDB qui vous présentera les enjeux du bruit dans les bureaux ouverts, les impacts sur la santé, etc. Puis une intervention de Sylvain, donc de chez Ecofond Saint-Gobain, qui vous parlera des concepts d'aménagement. Ensuite, ce sera moi qui vous présenterai donc la norme, le contenu de la norme. Et puis, vous aurez Lucas Allen de l'INRS qui vous présentera un exemple d'une démarche d'application. Et puis, ensuite, vous aurez des intervenants de bureaux d'études, du LASA et de chez Gamba, en la personne de Samuel Tochon-Dangui et Guy Capdeville, qui vous présenteront les outils et méthodes des bureaux d'études pour accompagner la mise en œuvre de la norme ISO 22955. Et puis, ensuite, on aura un temps d'échange avec des questions. Voilà. Et puis, il y a un cocktail déjeunatoire par la suite. Donc, vous êtes invités à rester avec nous pour des échanges informels. Voilà. Bonjour à tous, donc Victoria Dubosc de l'AFNOR. Donc j'ai en charge les commissions du domaine acoustique pour l'AFNOR. Donc, je vous ai mis une brève présentation de ce qu'on fait pour la normalisation. Donc AFNOR en soi c'est une association et on fait à la fois du conseil et de l'appui en stratégie de normalisation au niveau français, mais on représente aussi les mêmes intérêts au niveau européen et international. Et on anime donc les commissions de normalisation qui sont les organes qui rédigent les normes et contribuent à l'avancée des normes déjà existantes. Donc les normes, ce sont des outils qui sont d'application volontaire et coproduits collectivement. Donc comme vous disait Thomas juste là, l'intérêt c'est d'avoir tous les intérêts qui sont représentés autour de table afin de rédiger ensemble les normes pour qu'elles soient le plus près possible des intérêts des acteurs du marché. Dans tous les cas, elles sont d'application volontaire, donc vous participez à leur rédaction et l'application en elle-même est volontaire également. Donc les intérêts généraux de la normalisation, c'est à la fois pour les entreprises, les collaborateurs, les acteurs publics, les collectivités, les consommateurs. Et dans la rédaction, notre but principal, c'est vraiment le consensus. On se réunit plusieurs fois dans l'année et les travaux de normalisation, quelle que soit l'échelle à laquelle ils sont faits, on discute. Il y a des systèmes de commentaires, des systèmes d'échange, du temps dédié dans les réunions pour vraiment que chacun puisse exprimer son point de vue et son besoin au niveau de la norme. Donc là, plus particulièrement pour le domaine acoustique, vous êtes ici avec les membres de la commission AFNOR Est30D qui est spécialement dédiée à l'acoustique sur les lieux de travail. Nous avons à peu près 7 ou 8 commissions dédiées à l'acoustique avec des thématiques différentes. Mais les membres qui ont rédigé donc, la norme pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui, ce sont ceux de la S30D. Cette commission a également un groupe d'experts dédiés à l'acoustique dans les bars et restaurants. Donc quand on a une thématique bien particulière, on crée un groupe d'experts dédiés pour en discuter. L'activité de la S30D, c'est principalement la caractérisation, le mesurage, la réduction, l'évaluation, prévision du bruit sur les lieux de travail.
donc dans différents secteurs d'application, les ateliers et les bureaux, comme ce que nous allons voir aujourd'hui. Et donc, comme je vous disais, les travaux sont à la fois au niveau français, européen et international. Donc, pour la norme d'aujourd'hui, elle est NF, donc norme française, mais au départ, c'est une norme ISO que nous avons repris en France. Et les membres français ont travaillé donc, dans le groupe de travail international dédié. Donc vous travaillez à la fois au niveau français, mais vous pouvez participer aux groupes internationaux qui fonctionnent exactement de la même manière. Et dans ce cas-là, nous aussi, on vous accompagne. Donc avec Thomas, par exemple, on a été discuter de cette norme à la réunion internationale qui a lieu une fois par an. Donc cette fois, c'était à Montréal. Et on a pu échanger avec différents membres sur l'application de cette norme. Donc voilà pour la normalisation, et comme vous avez vu dans le déroulé qui a été présenté par Sylvain et Thomas, je resterai à la fin, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et donc pour la suite, Sylvain, c'est à toi. Laurent, pardon. Bonjour à tous. J'ai 20 minutes, c'est ça? Tu as le temps que tu veux. Non. Voilà, donc je vais compléter l'introduction avec quelques slides sur les enjeux, en fait, les enjeux du bruit en général et les enjeux du bruit spécifiquement au travail et les enjeux spécifiquement au travail dans les bureaux ouverts. Donc ce sont des généralités que vous connaissez probablement déjà pour certains, mais ça fait toujours du bien de les rappeler. Deux mots sur le CIDB, je vois des têtes connues, donc je vais aller vite parce que vous nous connaissez peut-être. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc le CIDB, c'est une association, loi 1901. C'est le Centre d'information sur le bruit. C'est une association reconnue d'utilité publique qui existe déjà depuis 45 ans et qui est un acteur en fait référent de ressources pour le grand public et tous les acteurs qui sont les acteurs professionnels qui sont concernés par l'environnement sonore. On a 3 grandes missions. La première mission, c'est d'informer, sensibiliser le public et les acteurs professionnels. Donc pour ça, on a des médias, des revues, un site internet, bruit.fr pour ceux qui le connaissent. La deuxième mission qu'on a, c'est de transmettre les bonnes pratiques, de promouvoir les innovations, de faire savoir les savoir-faire, comme on dit souvent, et puis de contribuer au développement des connaissances. Alors, on n'est pas un organisme de recherche, mais on est plutôt là pour essayer de fédérer les acteurs, et faire en sorte que les gens se parlent et qu'ils puissent donc développer leurs connaissances de cette manière. Donc on est organisé en fait en interne en 3 pôles. Un pôle média, donc c'est tout ce qui a rapport avec la communication. Le pôle événementiel, donc on crée des événements, des colloques ou des séminaires sur des sujets comme celui-ci aujourd'hui. Ce n'est pas nous qui l'avons créé, celui-ci. Et puis on a un pôle éducation qui a pour mission donc de sensibiliser notamment les enfants, mais pas que les enfants, les professionnels aussi. Et je ne vous apprendrai rien en vous disant que l'éducation, c'est le nerf de la guerre, et notamment dans le domaine de la perception de l'environnement sonore, où il y a des grosses lacunes de la part de beaucoup de professionnels. Voilà, donc la spécificité du bruit, c'est que ça concerne beaucoup de sujets. Les transports, la mobilité, l'urbanisme, l'aménagement, les bâtiments, la construction, donc le champ du travail est évidemment dans tout ça, les équipements, la technologie, la santé, l'éducation, la société en général. Donc ça couvre très très large. On travaille avec un grand nombre d'acteurs et notamment avec certains d'entre vous qui êtes ici ce matin. Donc ça nous fait toujours plaisir de vous rencontrer dans ce genre d'occasion. Alors pour commencer, d'abord, vous rappelez que le bruit, c'est quelque chose le bruit en général, c'est un phénomène qui est très complexe parce qu'il a 3 dimensions. Enfin, il y en a plus en fait, mais on va les résumer en 3 grandes dimensions. Une dimension physique, donc la dimension physique pour ceux d'entre vous qui êtes de formation ingénieur, vous la connaissez. Hein, le bruit, c'est des ondes, c'est de l'énergie qui se propage. Donc il y a des dimensions physiques, temporelles, spectrales, etc. Et d'intensité, bien sûr. Ensuite, il y a une dimension physiologique. Le bruit, ce qui nous intéresse, c'est quand il rentre dans l'oreille des gens. Et donc là, une fois qu'il est rentré dans l'oreille des gens, il se passe des choses complexes. L'oreille humaine est un organe extrêmement sensible, petit, fragile. C'est assez incroyable en fait, ce que vous voyez à l'écran là ici, quand on regarde bien de près, c'est hallucinant ce que ça peut faire. C'est très très fragile, d'où l'intérêt d'en parler. Et
Et il y a aussi un phénomène complexe, c'est que la sensation n'est pas proportionnelle à l'excitation, au stimulus, à la physique du phénomène. Il y a une relation qui ressemble à un logarithme, et du coup, pour les matheux, vous savez que le logarithme transforme les multiplications en addition, les divisions en soustraction, et que du coup, c'est ce que fait l'oreille. Et on arrive à des expressions avec des unités, des indicateurs qui sont très complexes à comprendre pour le commun des mortels, et notamment le décibel, qui est une unité qui n'en est pas une d'ailleurs, c'est sans unité, c'est un rapport qui est une unité logarithmique qui devient compliquée à expliquer. Alors je ne vais pas me lancer dans le débat ce matin, d'autant que beaucoup d'entre vous le savent déjà, mais là on est dans la dimension physiologique, on n'est plus dans la dimension physique. Et ensuite il y a une troisième dimension qui est la dimension psychosociologique, ou je dirais même culturelle, enfin le contextuel, qui fait que lorsque le bruit est rentré dans l'oreille, il va ensuite via le nerf auditif dans le cerveau, et dans le cerveau il se passe des choses compliquées, avec des réactions qui dépendent des gens, qui dépendent du moment, qui dépendent de l'âge, qui dépendent de l'état de santé, qui dépendent de la culture, qui peuvent être des réactions de fatigue, de plaisir, de conflit, etc. Et donc là, on va arriver dans le domaine de l'open space, puisqu'évidemment, c'est ce genre de réaction qui nous intéresse. Et il va falloir remonter par le volet physiologique, donc le métabolisme de l'oreille, pour comprendre ce qui s'est passé, et ensuite par le volet physique pour pouvoir agir sur les sources notamment. Voilà, donc le bruit a des effets sur les trois grands champs qui sont la santé, les relations sociales et l'économie. Donc on va se projeter sur ces dimensions-là. Première réflexion que je vous soumets, c'est le concept de développement durable. Je vous l'ai mis en italique parce qu'on m'a dit récemment lors d'une récente conférence que le développement durable, ça ne se dit plus, que c'est ringard. Peut-être, admettons, mais bon, moi j'ai vécu toute ma carrière professionnelle dans ce concept-là qu'on a essayé de promouvoir, et surtout de promouvoir en fait en quoi le bruit est un élément clé dans le concept de développement durable. Je vous rappelle la définition originelle du développement durable, c'est l'équilibre entre le social, l'écologique et l'économique, qui fait que c'est vivable, équitable et durable, donc durable. Et le bruit, il est partout, forcément, puisque c'est un problème social. Le cas des open space, c'est évident. C'est une question écologique aussi, puisqu'on est dans un domaine de l'environnement, et une question économique. On va voir qu'il y a quand même des questions d'argent qui sont derrière tout ça. Donc c'est un équilibre qui est fragile, et voilà, on est bien dans ce schéma-là. Ensuite, toujours en vrac, je voulais vous rappeler les objectifs principaux de la réglementation française en acoustique. Je ne suis plus dans le domaine de l'open space, ni même dans le domaine du travail uniquement, dans le domaine du bruit en général, de la prise en compte de l'environnement sonore en France. On a une réglementation en France, il faut le dire, qui est assez exceptionnelle, qui est au niveau mondial, qui est reconnue comme étant l'une des plus puissantes. Du coup, elle est l'une des plus compliquées aussi. Et on peut la résumer de cette façon. Donc le premier point, c'est de réduire les risques auditifs en limitant l'exposition. Donc là, je suis sur les risques auditifs, c'est-à-dire le risque que le bruit rende sourd. Là, il y a des textes qu'on retrouve dans le Code du travail, que vous connaissez certainement. Donc c'est des textes qui sont relativement bien appliqués, donc qui concernent la prévention et la sécurité des travailleurs. Historiquement, c'était plutôt dans le domaine de l'industrie, évidemment, avec des niveaux de bruit supérieurs à 80, voire 85 décibels. Et puis on la retrouve aussi dans le Code de la santé publique pour le volet lieux musicaux, sons amplifiés, donc concerts, boîtes de nuit, etc., où là aussi on a des risques auditifs. Ensuite, deuxième grand volet de la réglementation française, c'est de réduire les risques extra-auditifs. Donc là, on va en parler après. Les risques extra-auditifs, c'est tous les risques sur la santé qui ne touchent pas forcément l'audition, mais qui touchent d'autres problématiques qui peuvent être d'ailleurs plus graves que l'audition elle-même. Donc là, on retrouve, donc il y a deux volets. Réduire les risques extra-auditifs en imposant des performances acoustiques au bâtiment. Donc les gens parmi vous qui travaillent dans le bâtiment, vous les connaissez. Il y a des réglementations qui imposent des performances acoustiques dans les bâtiments qui ont pour vocation finale, la finalité, c'est de réduire les risques extra-auditifs. Ce n'est pas en général dans le domicile qu'on risque de devenir sourd avec le bruit du voisin. Donc là, on retrouve des textes dans le Code de la construction et de l'habitation. Donc tout ce qui est logement, puis les autres bâtiments sensibles, que ce soit les écoles, les hôpitaux, évidemment.
Et puis dans le code de l'urbanisme aussi, avec le zonage des bâtiments qui sont déjà exposés ou qui sont potentiellement exposés lors de leur construction. Et enfin, le troisième volet, c'est toujours de réduire les risques extra-auditifs, mais cette fois en imposant des valeurs limites d'exposition. Et ça, on retrouve ça des textes dans le Code de la santé publique. Donc ça, c'est le texte très connu de la lutte contre les bruits de voisinage, comme on appelle. Et on retrouve aussi un petit volet sur les sons amplifiés, puisque les sons amplifiés, quand on est dans un concert, une boîte de nuit, il s'agit à la fois de préserver l'audition des spectateurs qui sont exposés à des niveaux de bruit très élevés, l'audition des personnels, puisque là aussi on a une problématique bruit au travail qui est très importante pour les gens qui travaillent, et pas que les musiciens dans ces milieux-là, mais aussi les voisins. Et là, du coup, on rebascule dans les risques extra-auditifs, la gêne, le sommeil, etc. Et enfin, on a des textes, beaucoup de textes dans le Code de l'environnement, et notamment tout ce qui concerne les infrastructures de transport ou les ICPE, donc les installations classées pour la protection de l'environnement, autrement dit, en bon français, les industries. Voilà. Donc c'est un cadre réglementaire qui est extrêmement fourni. Il n'y a plus beaucoup de champs qui ne sont pas couverts par les textes réglementaires. Il y en a 3, en fait. Bizarrement, le premier, c'est les crèches, qui ne sont pas couvertes par une réglementation. C'est un truc complètement farfelu, alors qu'il y a des risques énormes sur les tout-petits. Le deuxième, c'est les locaux sportifs hors locaux sportifs scolaires, les gymnases ou des stades non scolaires. Ceux qui sont scolaires sont soumis à des réglementations. Et le troisième, ce sont les restaurants privés. Donc les restaurants collectifs, type cantine scolaire ou restaurant d'entreprise, sont soumis à des réglementations. Les restaurants privés, quand vous allez au resto avec des copains, il n'y a pas de réglementation spécifique, hormis évidemment la question des bruits de voisinage qui retombe sous le code de la santé publique. Voilà, donc une réglementation très complexe. Et on verra après qu'est-ce qui se passe pour le champ du travail et notamment des open space. Il n'y a rien. Il n'y a pas de réglementation spécifique sur les locaux de travail pour l'aspect risque extra-auditif, à ma connaissance. Je peux me tromper. Et pourtant, la question se pose, puisque le coût social du bruit a été évalué dans le milieu du travail à peu près 20 milliards d'euros par an. Donc, pour ceux qui le savent, le coût social du bruit a été évalué globalement à 147 milliards d'euros par an pour tous les bruits. Bon, c'est un chiffrage que personnellement je trouve particulièrement hasardeux, mais par contre sur l'aspect travail, les 20 milliards d'euros dans le domaine du travail sont très faciles à évaluer. Donc ce chiffre-là de 20 milliards d'euros il est relativement juste, puisqu'il suffit d'évaluer d'une part le coût d'une surdité, ça c'est connu, et les coûts liés à l'absentéisme, par exemple, liés à la fatigue des gens qui sont exposés au bruit et qui du coup vont être absents, ou le coût qui sera évoqué, je pense, un peu plus tard, de la déconcentration au travail, et notamment dans les open space, qui font que les gens sont moins productifs, donc il y a une perte de productivité pour l'employeur. Ça, ce sont des choses qui sont plutôt faciles à évaluer par rapport au coût que représente le manque de sommeil ou des choses un peu plus complexes. Voilà, donc il y a 1 milliard d'euros à peu près, il y a des accidents du travail ou des surdités provoquées par le bruit. Et puis 18 milliards d'euros, donc c'est le gros morceau pour les pertes de productivité qui sont liées aux troubles du sommeil. Quand vous ne dormez pas une nuit, que vous allez au boulot le lendemain, vous êtes fatigué. Si ça dure une nuit, ça va, mais si ça dure un an ou même 40 ans de vie, ça peut faire très mal. Ensuite, il y a les effets liés à la gêne, et puis j'en ai parlé, fatigue, absentéisme, etc. Alors, quelques chiffres qu'on retrouve dans la littérature professionnelle. Donc, la plupart des expositions physiques professionnelles ont baissé, à l'exception du bruit, entre 1994 et 2017. C'est lié à une étude Sumer. 59% des professionnels se disent gênés par le bruit sur leur lieu de travail. Ça, c'est une enquête JNA relativement récente. Alors, gêné, ça veut tout dire, rien dire, mais voilà, ça veut dire quand même que les gens, quand on leur pose la question, ils le déclarent. Et 8 Français sur 10 travaillant dans le tertiaire se disent impactés par les nuisances sonores, principalement le bruit des collègues, ou des difficultés de concentration, des surcharges cognitives. Sur l'impact plutôt sanitaire, déjà, on va commencer par des choses assez évidentes. Le bruit en open space peut provoquer donc
par différents mécanismes, des maux de tête, une fatigue, des troubles musculo-squelettiques. Donc là, on est sur des choses que tout le monde connaît bien maintenant. L'obligation de forcer la voix. Ça, c'est ce que connaissent très bien les profs, notamment, et en particulier les instituteurs dans les classes avec les petits. Et donc, l'obligation de forcer la voix, ça fatigue, ça peut perturber et ça peut générer des difficultés de communication. Et puis enfin, des perturbations dans les interactions. On se sent moins disponible, moins patient. Ça peut provoquer l'envie d'être ailleurs. Et puis là, je vais vous mettre une petite image un peu provocante, je m'en excuse, mais voilà, c'est pour le fun. Des difficultés à supporter le moindre bruit chez soi, c'est-à-dire que le problème du bruit au travail, pour des gens qui sont soumis à des bruits au travail, du coup, ça se répercute sur leur vie familiale. C'est là que ça devient grave. À la limite, qu'on soit gêné au travail, ça génère des pertes de productivité, on l'a vu, des coûts, etc. Mais si ça se répercute sur la vie familiale, et en particulier sur les enfants, ça peut devenir un vrai souci. Alors les effets du bruit sur la santé, je ne parle que des effets extra-auditifs. Donc les effets auditifs, vous les connaissez, au-delà de 80-85 décibels, le bruit peut rendre sourd sur des doses relativement importantes en termes de durée. J'y reviens pas, peut-être que ce sera redit plus tard. En tout cas, ce n'est pas le sujet aujourd'hui dans un open space. On ne devient pas sourd dans un open space. Il y a des nombreux facteurs individuels et contextuels qui modulent la réaction des gens. Hein, donc, c'est très interpersonnel, cette réaction. On n'est pas tous égaux face au bruit. Et la recherche de l'équilibre est très délicate entre la communication, un travail collaboratif. Je pense par exemple aux gens qui travaillent dans le domaine de la communication. Ils ont besoin de travailler ensemble, ils sont sur des projets, donc ils sont autour d'une table, ils discutent, c'est une nécessité. Et puis il y a d'autres situations où on a besoin de concentration. Alors maintenant, vous le verrez plus tard, il y a des open space qui sont prévus pour ça, mais c'est quand même ça génère des difficultés de gestion parfois. Et donc ça peut être source de souffrance. Alors là, je vous demanderai de ne pas me poser de questions sur cet écran. Donc très rapidement, donc il y a les effets sanitaires sur le bruit. Ils sont liés soit à des expositions courtes, avec donc des réponses au stress sur le système nerveux-sympathique, le système endocrinien, et des effets que vous voyez dans la case bleue qui est en bas à gauche. Donc des effets métaboliques sur le rythme cardiaque, la pression sanguine, production du cortisol, donc c'est l'hormone du stress, la libération d'acides gras, mobilisation du glucose. Je ne me posais pas de questions, c'est un schéma qui est fourni par les milieux médicaux. Et concernant l'exposition à long terme, donc là évidemment ça fait plus mal, ce sont tout ce qui est lié à la gêne, à la perturbation du sommeil et au stress chronique. Et là, on peut avoir des effets indirects, dont certains sont très connus, comme tout ce qui est lié aux effets cardiovasculaires, donc risque d'augmentation d'AVC, infarctus, etc. Ça, c'est assez bien connu. Et en bas, donc des études actuellement qui portent sur des choses qui sont un peu plus indirectes, qui sont l'obésité ou le diabète, par exemple, ou même l'Alzheimer. Actuellement, il y a des études là-dessus. Sur les effets du bruit qui ne sont pas forcément des effets directs, difficilement mesurables, qui sont pas forcément, qui sont très intriqués en fait avec d'autres sources de stress, puisque tout ça en fait c'est lié au stress. Voilà, donc en résumé sur les effets sanitaires, le plus grave évidemment, le plus important, c'est les troubles du sommeil. On l'a tous vécu de ne pas pouvoir s'endormir à cause d'un bruit ou de se réveiller trop tôt à cause d'un bruit. Ou plus grave encore, de dormir. Si on vous demande le lendemain matin, est-ce que tu as bien dormi? Oui, je crois. En fait, vous n'avez pas bien dormi parce qu'il y avait du bruit, donc vous n'avez pas atteint tous les cycles bien connus du sommeil, hein, le sommeil lent, le sommeil profond, le sommeil paradoxal, etc. Et notamment les phases de sommeil où le cerveau travaille. En principe, c'est le moment où on rêve. Et donc, le cerveau mémorise des choses. Et si, en particulier pour les enfants qui dorment mal, eh bien, ils ne mémorisent pas. Et du coup, ils vont se retrouver à terme en difficulté d'apprentissage. Donc, le sommeil, c'est évidemment le plus grave. Il y a à peu près 75% des insomnies, enfin des troubles du sommeil, qui sont liés au bruit en général. Il n'y a pas que le bruit qui est cause d'insomnie, évidemment. Ensuite, la fatigue, on en a parlé, la perturbation du climat social, des conflits, perturbation des performances. Et là, c'est toute la partie, on va dire, hard. Et puis sur la partie de droite, on est sur des effets indirects avec des troubles gastro-intestinaux,
Diabète, obésité, on en a parlé, et puis les maladies cardiovasculaires qui sont relativement bien connues aujourd'hui. Voilà, donc pour résumer, le bruit a des effets sur la qualité de vie, sur les activités au quotidien, sur la communication, sur la valeur des espaces, forcément. Si un espace bruyant vaut moins cher qu'un espace le même qui ne serait pas exposé. Sur le sommeil, sur le repos, sur les relations sociales. Donc ça peut créer soit de l'agressivité, soit de l'isolement. Nous, au CIDB, on le voit bien, on a un service de hotline, en fait, de réponse au téléphone ou par mail. Tous les jours, on a des gens qui répondent, qui sont formés sur le plan psychosocial à répondre à des gens qui sont souvent en détresse par rapport à ça. Et on voit bien que de temps en temps, ce sont des gens qui sont très isolés, qui ne savent plus quoi faire, ou des gens qui sont parfois très agressifs au téléphone. Voilà. Et puis, bien sûr, on l'a dit, sur les performances au travail, donc là, je le décline en plusieurs points. Donc l'apprentissage, on en a parlé tout à l'heure, la concentration, la mémorisation, l'intelligibilité, la fatigue, la motivation, les erreurs, le burn-out. Donc voilà, c'est quand on ne sait plus trop où on est. Il y a d'autres choses, il y a le burn-out, il y a le bore-out, il y en a plus, mais il y en a d'autres, mais il y a le burn-out aussi. Voilà, vous voyez que ça peut aller chercher pas mal de conséquences. Comme je vous ai mis le moral à zéro là, pour démarrer la journée, je vais quand même positiver un petit peu. Donc, pour vous dire que d'abord, hein, le bruit, ce n'est pas forcément un problème tout le temps. Un bon bruit au bon moment, au bon endroit, ça peut être très agréable, ça peut être très utile, ça peut même être vital. Donc attention à ne pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Le bruit, ce n'est pas forcément toujours un problème. C'est un problème quand il n'est pas le bon, au bon moment, au bon endroit, à la bonne intensité, au bon spectre, etc. C'est juste une question de dosage, d'équilibre. Ensuite, une ambiance sonore adaptée au contexte a de la valeur, y compris une ambiance sonore bruyante dans un lieu de travail, ça peut avoir de la valeur parce que ça crée l'animation, les échanges, pourquoi pas. Tout n'est pas, il ne s'agit pas de sanctuariser complètement les locaux de travail, ça dépend du contexte, donc du lieu et de l'entreprise souvent. Et dernier point, il est possible d'agir. Donc ça va être le sujet aujourd'hui de cette journée. Vous allez voir qu'il y a des solutions. Je vous dis juste pour mémoire les grands principes de solutions qu'on retrouve dans les textes réglementaires, notamment sur les études d'impact. Le premier principe d'action, c'est d'éviter que le problème arrive. Ce que je vous dis là, c'est une réglementation, hein. C'est pas juste de la philosophie, c'est dans la réglementation qui date, je crois, de 2011, sur les études d'impact de projets, de gros projets. Premier principe d'action, éviter. Donc là, il faut réfléchir avant. Deuxième principe, une fois que le problème est là et qu'on n'a pas pu l'éviter ou pas assez, réduire le problème. Ensuite, troisième principe d'action, une fois qu'on n'a pas pu l'éviter et qu'on n'a pas pu le réduire ou pas assez, c'est de compenser le problème. Donc là, typiquement, ça va être des bouchons d'oreille, des choses comme ça, qui ne sont pas des solutions en tant que telles, mais qui sont des solutions de compensation. Ou des écrans anti-bruit, des choses comme ça, qui sont des solutions de compensation. C'est parce qu'on n'a pas pu faire les choses en amont correctement. Et la dernière solution qui n'est pas dans la réglementation, ça c'est moi qui le rajoute, entre parenthèses, c'est fuir. J'espère qu'on ne va pas en arriver là. Voilà, j'ai à peu près respecté les 20 minutes. Si vous avez des questions fondamentales en fait, d'informations sur la réglementation, le juridique, la jurisprudence, des retours d'expérience, vous avez le site bruit.fr, vous avez beaucoup d'informations dessus, il est mis à jour régulièrement. Et puis sinon, je suis à votre écoute si vous avez des questions ou des observations ou des suggestions. On peut se prendre 5 minutes ? Non, je dois partir là en fait, j'ai une autre réunion à 10h. Oui, on peut. Donc si on peut prendre les questions pour moi, c'est maintenant. On va faire ça maintenant. Merci beaucoup Laurent. En tout cas. Ouais. Super présentation sur effectivement les risques liés au bruit. Et bon, nous en normalisation, on essaye de faire des choses pour donner des outils. Là, on parle aujourd'hui des bureaux, mais tu l'as évoqué, effectivement, la question de l'éducation, enfin, les jeunes enfants, les restaurants, on travaille sur un projet de normes sur les restaurants également, les salles de sport, enfin voilà, tout, c'est des sujets effectivement qui sont absents, enfin, ou pas suffisamment présents dans la réglementation et sur lesquels on essaye de travailler, d'apporter des solutions. Donc s'il y a des questions dans le public par rapport à la présentation de Laurent, surtout n'hésitez pas.
Juste un petit feedback par rapport au grand public. Là, il y a souvent une confusion, et même dans les professionnels, il y a souvent une confusion entre les normes et la réglementation. On retrouve très souvent, on nous demande c'est quoi la norme. En fait, Oui. il faut traduire c'est quoi la réglementation. Oui. La norme, c'est un guide, vous le connaissez mieux que moi, c'est un guide de bonne pratique. Alors, ce qui est un peu délicat dans les réglementations françaises, c'est qu'il y a certaines réglementations françaises qui citent des normes. Et là, c'est un petit peu plus compliqué, puisqu'en principe, ce n'est pas franchement légal de faire ça. Mais il y a des textes qui citent que l'approche réglementaire doit suivre telle norme. Voilà. Oui. C'est le cas pour le mesurage de l'exposition. Quand on fait ça, on n'est pas censé faire ça. Ouais. Mais effectivement, oui, il y a souvent une confusion qui est faite sémantiquement entre la normalisation telle que nous, on la présente, telle que l'AFNOR la délivre, et puis effectivement la réglementation qui est de manière un petit peu abusive appelée aussi norme. Voilà, ouais. C'est dans le sens, c'est la règle. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour Laurent? Est-ce que vous souhaitez des précisions ou apporter une réflexion, un commentaire? Bon, mais merci Laurent, en tout cas, merci beaucoup. Donc, je vais aborder les concepts d'aménagement. Donc, en fait, derrière cette présentation, je souhaitais en fait vous montrer un peu, faire un constat sur ce qui se passe actuellement dans les open space, et aussi avoir des tendances sur le futur qui va arriver, en termes notamment d'aménagement sur ces espaces. Je ne vais pas du tout vous parler de normes, ça sera après. Voilà, encore un peu de retenue. Donc, concept d'aménagement. Donc, tout d'abord, je souhaitais vous présenter ce sondage. C'est un constat qu'on a fait, en fait, nous, Ecofond, en 2021. Donc, en décembre 2021, sortie Covid, du coup, sortie, en fait, du blocus qu'on avait à tous être enfermés chez nous. Et en fait, derrière ces valeurs, je souhaitais vous montrer notamment ces résultats, qui en fait a interrogé du coup un panel d'employés de bureau sur la satisfaction qu'ils ont en fait via la qualité sonore qu'ils ont à la fois dans leur espace de travail et chez eux en télétravail. Donc en fait, si on regarde les résultats, on savait déjà à peu près ce qu'on allait avoir, c'est-à-dire qu'en télétravail, les gens se sentent beaucoup plus à l'aise de par l'ambiance sonore, puisqu'ils la maîtrisent peut-être davantage et c'est eux qui la configurent de la façon dont ils le souhaitent. Sur le lieu de travail, on sait que c'est plus compliqué. Et si on regarde bien, en fait, lorsqu'on regarde les résultats, 14% tout à fait supportable, alors qu'on est déjà quand même à 40% sur le télétravail. Et si on regarde plus précisément quelles sont les causes, qu'est-ce qui amène finalement à cause des nuisances sonores sur la performance notamment, tout simplement 6 sur 10 répondent qu'ils se sentent moins efficaces, ou alors 6 sur 10 qu'il est impossible de se concentrer. Les mots-têtes aussi arrivent dans les résultats. Vous avez aussi une demande qui est de plus en plus pertinente de par les personnes sur le fait d'avoir envie de retravailler chez soi. Donc, quelque part, on comprend en fait le pourquoi. Et si on regarde aussi, certains du coup ont du mal à supporter leurs collègues. Donc, on peut arriver à des disputes entre collègues sur le travail. Ou encore, finalement, certains pensent à quitter l'entreprise parce que l'employeur n'a pas mis en place finalement une bonne conception acoustique dans l'espace. Ensuite, il y a ce graphique aussi qui est intéressant, qui montre en fait l'évolution de la satisfaction via le niveau sonore dans les espaces de travail. Donc là, c'est pas un sondage français, là, c'est une étude qui est internationale, donc une tendance sur plein de pays dans le monde, mais qui montre quand même que ça va la part est quand même positive, puisqu'on augmente au fur et à mesure la satisfaction sur les lieux de travail liée au niveau sonore. Donc ça part à 29% en 2010 et en 2023, donc cette année, on est à 36% de satisfaction. Maintenant, je souhaitais aussi vous parler un peu du comportement qu'on peut avoir lié en fait, à notre réaction via ces niveaux sonores peut-être élevés. On a finalement en nous des mécanismes d'adaptation directement, on sait exactement sur quoi partir. Vous avez ici des résultats qui montrent en fait que principalement on peut arriver tôt ou partir tard du travail pour justement être dans l'ambiance calme parce que plus personne n'est au bureau, donc on attend que tout le monde parte pour travailler. On peut voir ça comme ça. Porter des écouteurs, on voit énormément de personnes qui portent des casques par exemple. Donc derrière ça, en fait, le bruit impacte énormément notre comportement et on adopte finalement certaines réactions qui ne sont pas forcément les bonnes réactions qu'on pourrait avoir dans un espace de bureau. Parce que si on attend que tout le monde parte pour travailler, forcément, la plage horaire dans la journée n'est pas identique à celle que pourrait avoir une personne qui travaille
pendant 8 heures par exemple. Alors je parle de, par exemple, vous connaissez l'effet Lombard, tendance involontaire des locuteurs à élever progressivement la voix sur les lieux de travail, ou alors complètement à s'éloigner de la source de bruit. Donc du coup, forcément, la productivité et l'efficacité des salariés en prend un coup. Donc vous avez ici, je vous ai dit, la liste des mécanismes qu'on pourrait avoir d'adaptation vis-à-vis de ça. Et finalement, on retrouve aussi principalement celui qui est de travailler chez soi et ne pas rester au bureau. Les concertations, il y en a plusieurs encore à faire. Tout simplement, lorsqu'on fait des visios en télétravail, alors c'est un côté pratique, mais par contre, là où c'est plus compliqué, c'est qu'on a du mal à interpréter finalement le comportement de la personne qui sera en face de nous via un écran. On a du mal vraiment à attraper l'émotion que la personne aura en face, et des fois c'est compliqué. En fonction des sujets, c'est toujours mieux d'être face à face qu'à distance. Et aussi, on a besoin des échanges de plus en plus, c'est-à-dire que vous avez beau travailler depuis chez vous, vous allez avoir un manque notamment au niveau des échanges qu'on pourra avoir, le partage de connaissances, le partage d'expériences vis-à-vis des autres collègues plus expérimentés. Je prends le cas par exemple des nouveaux entrants dans une société, ils ont besoin de ce partage, ils ont besoin de participer à des échanges avec les collègues qui seraient plus anciens, qui seraient plus expérimentés. Ça, c'est des choses, je pense, que vous avez en tête, mais je souhaitais quand même le rappeler. Donc maintenant, on se dit, le télétravail, des espaces de bureau, non, complètement pas. On parle de bureau hybride maintenant, c'est-à-dire que c'est au choix finalement du salarié de faire son planning finalement de présence au bureau et de présence à la maison. Donc ça, c'est l'aspect salarié. Il y a aussi un aspect plus côté employeur qui, lui, derrière, va devoir aussi attirer davantage le salarié pour revenir à l'espace de bureau. Donc on parle vraiment de nouvelles tendances en termes d'aménagement des espaces, apporter plus de bien-être pour les salariés, et ça passe notamment par le confort acoustique. Donc le bureau d'aujourd'hui et de demain, j'ai cité quelques objectifs, mais avant tout un espace qui soit culturel, offrir vraiment cet ancrage qui est important d'échange entre les salariés, faciliter donc ces connexions et ces échanges davantage, et pour ensuite finalement, je pense moi avant tout, c'est d'apprendre énormément en échangeant physiquement et pas à distance. Et puis il y a aussi toute cette facilitation d'améliorer la collaboration. On parle d'innovation au sein des sociétés. On innove davantage en se retrouvant ensemble plutôt qu'à distance. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment que chaque employeur offre une expérience qui soit collaborative aux salariés et quelque part qui soit assez unique via tout ce que l'on peut proposer en termes de matériaux et en termes de conception et d'aménagement et d'agencement des espaces. L'hybridation, c'est le mot qu'on pourrait dire derrière ce nouveau modèle. Est-ce que c'est le nouveau modèle ? Je pense qu'on en est tous convaincus maintenant, à l'heure actuelle des choses et ce qui est prévu pour les années à venir. Là, vous avez un sondage qu'a mené en fait Malakoff. Donc ça, c'était en 2022. Donc en fait, on a demandé aux dirigeants à peu près quelles mesures ils seraient prêts à prendre pour améliorer notamment leur espace. Donc ici, vous voyez une synthèse des résultats. Et moi, celle qui me tape plus au visage, en fait, si je pourrais dire ça comme ça, c'est qu'ils souhaitent avant tout, à 80%, 8 sur 10 répondent, qu'ils souhaitent réorganiser les espaces pour mettre à disposition finalement plus de confort et plus de conditions, de bonnes conditions de travail pour les salariés. Donc ça va dans le bon sens et ça va aussi dans notre sens, c'est-à-dire que nous, derrière, on va fournir des outils qui vont permettre aussi de les aider à arriver à ce résultat. Là, c'est JLL qui a à peu près synthétisé finalement la transformation profonde qu'on aura par rapport au travail. Donc déjà aujourd'hui, on retrouve finalement des actions qui sont déjà en place et pour demain avant tout. Donc on a repensé conjointement sa culture d'entreprise. Pour moi, ça c'est très essentiel puisqu'au final, on va inclure davantage le salarié à s'impliquer au fil de la conception des espaces. Beaucoup et de plus en plus d'employeurs souhaitent investir les salariés dans la réflexion que va avoir l'espace de travail qu'on leur a proposé en fait. Et ça, c'est super important parce qu'en les impliquant, derrière, ils vont aussi avoir une responsabilité sur ce qu'ils vont choisir et ils vont davantage pouvoir aussi être présents dans leur espace. Après, il y a d'autres thématiques, accompagner les souhaits de mobilité résidentielle, proposer l'hybridation, un peu de télétravail pour pouvoir peut-être habiter plus loin, créer des lieux inspirants et qui soient aussi quelque part attractifs en jouant sur tout ce qui se passe autour de nous, sur les matières, sur les couleurs. Co-créer avec les salariés des conditions, donc je l'ai dit, ensemble, créer des bonnes conditions.
Et puis aussi le programme des nouveaux arrivants, je l'ai dit, il ne faut pas les mettre dès qu'ils arrivent, je ne sais pas moi, à distance, à faire des réunions Teams, parce que là, du coup, on va détruire leur intégration et ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. L'avenir du travail hybride, donc là c'est les grandes thématiques en fait qu'il va y avoir, les perspectives qui semblent en fait s'imposer sur ce qui va se passer demain. Donc c'est avant tout le bien-être des employés, 81% des employeurs répondent que c'est vraiment le top one on va dire. On a aussi du coup la durabilité, finalement le choix aussi des matériaux, à ce qu'ils soient plus durables, qu'ils soient plus présents dans la durée et on va éviter potentiellement de ne pas faire attention à ce qui se passe sur la production ou ce qui se passe derrière aussi en termes de recyclage par exemple. Et aussi 76% donc pour tout ce qui va être inclusion notamment des personnes, prendre davantage conscience en fait des problèmes que peuvent avoir les personnes en termes de je sais pas moi, de problématiques liées à la communication, des problématiques liées aussi à l'écoute vis-à-vis de troubles d'autisme, voilà. Là maintenant c'est un autre graphique qui montre en fait l'évolution de la part entre le télétravail et le travail sur site. Donc vous voyez ici deux courbes, la première en continu donc qui est travail sur site et en pointillé qui est travail à distance. Donc finalement en 2019 on était sur une tendance où on travaillait plus au bureau qu'à distance. Il y a eu forcément ces confinements qui a fait qu'on a pris davantage de travail à distance par obligation mais aussi au fur et à mesure par habitude, parce que 2021 on avait encore plus de personnes qui travaillaient à distance. Et là, on retrouve finalement des scores qu'on avait avant en 2019, comme vous voyez ici sur le graphique. Donc quand on parle des espaces, l'amélioration des espaces, il faut évidemment se centrer sur l'activité. Se centrer sur l'activité, se centrer sur les personnes et se centrer sur les besoins que vont avoir les salariés dans les espaces de bureau. Donc il y a des bonnes questions à se poser. Par exemple, on parle de l'activité, que vont faire les gens dans les espaces? C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir les mêmes attentes en fonction du type d'activité, forcément. Voilà, j'ai listé plein de questions. Qui exécute l'activité? Est-ce que les personnes qui vont être présentes dans l'espace vont avoir des difficultés sur telle ou telle mission, par exemple? Est-ce qu'ils vont être âgés? Est-ce qu'ils vont être jeunes? Enfin voilà, des besoins particuliers, je l'ai dit tout à l'heure. Et aussi la géométrie de l'espace, c'est essentiel en fait. Lorsqu'on va se poser la question d'un aménagement d'espace, il faut évidemment se poser les bonnes questions sur quel type de matériaux mettre sur ce qui se passe, les murs, le sol, le plafond, entre autres. Et aussi notamment la géométrie, ça va énormément jouer sur le confort acoustique des personnes. Ça, je ne vous apprends rien non plus, mais il est aussi important de prendre en compte tout l'aménagement en termes de ventilation, de moyens matériels qu'on aura dans la pièce. Et après, c'est aussi essentiel de mettre à disposition des espaces. On y reviendra après, notamment sur la norme, mais je pense qu'il est essentiel, effectivement, de prendre en compte le besoin de concentration et d'un autre côté, le besoin d'échange. Et donc ça va forcément concevoir un espace qui soit le plus adapté possible aux attentes des salariés. Maintenant, je l'ai dit, on a différentes missions, on ne fait pas tous le même travail, on n'a pas tous les mêmes attentes dans notre espace de bureau, et c'est important de les différencier, ces tâches. Donc il y a différentes tâches qu'il peut y avoir. Par exemple, vous êtes arrivé à la tour en bas, vous avez des personnes derrière le desk qui sont à la fois en train d'accueillir les personnes, mais qui sont aussi en train de travailler. On a une zone d'accueil, on peut avoir ensuite des zones qui soient plus d'échange, le travail d'équipe, dans les espaces ouverts par exemple, le travail multitâche, c'est-à-dire qu'au final, on va avoir plusieurs tâches au sein même de l'espace ouvert. Donc là, c'est pareil, ça ne va pas du tout être les mêmes problématiques acoustiques. Des salles de réunion plus ou moins ouvertes, qu'on appelle brainstorming par exemple. Les centres d'appel, alors là, c'est une autre problématique, et notamment bien se faire entendre par les clients qui sont au téléphone. Les réunions formelles, la concentration au travail. Donc là, on a une personne qui est très studieuse, mais il faut imaginer que ce besoin, en fait, il est demandé par tous les employés de bureau. À un moment ou à un autre dans la journée, on a besoin de se retrouver seul et de se concentrer sur une tâche précise. Et donc ça, c'est un vrai besoin à prendre en compte. Et puis, il y a tout ce qui est réunion informelle. Derrière ça, on a aussi les espaces de détente, les salles de café, tous ces espaces, finalement, où on échange aussi énormément, qui sont à mettre à disposition, parce que c'est derrière ça, je me rappelle, moi, des fois, des échanges où on peut lancer un sujet lorsqu'on prend un café avec un collègue qu'on n'aurait pas forcément eu si on était dans l'open space. Donc voilà, il y a besoin aussi de mettre à disposition des espaces comme ça pour faire ces petits échanges informels. Là, c'est un autre graphique, pareil, donc il est en anglais, désolé, c'est une liste en fait des activités qu'on retrouve à droite, de toutes les activités qu'on peut avoir dans les espaces de bureau. Donc en fait, on a interrogé des salariés sur le nombre d'activités qu'ils pouvaient faire au cours de la journée. Donc on a des personnes qui ont répondu qu'ils en faisaient moins de 5, des personnes entre 6 et 10, des personnes entre 11 et 15, et d'autres plus au-delà, 16, 21. Donc c'est quand même beaucoup.
Donc si on regarde le graphique, finalement, les 6 sur 10, en fait, 39% répondent qu'ils en font 6 ou 10, donc on va prendre ces personnes. Et lorsqu'on regarde les résultats qui vont sortir, le graphique met en avant en fait 50% de la part globale des réponses. Et donc on regarde, c'est les 4 premières qui sont en haut qui ressortent le plus d'avantages. Donc quels sont les besoins? Concentration, j'ai dit tout à l'heure. On a besoin d'avoir des salles de réunion pour faire des réunions formelles. Des conversations téléphoniques, c'est super important de mettre des espaces qui en sont dédiés. Et aussi tout ce que j'ai dit, les espaces de détente qui en sortent aussi voilà, dans le top 4 finalement. Donc ce que je vous ai dit avant est prouvé via ce graphique. Une autre chose aussi à prendre énormément en compte, c'est, donc je vous l'ai dit, l'inclusion et la mise en avant de la neurodiversité sur le lieu de travail. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a 15% de la population mondiale, je ne sais pas si vous le saviez, mais qui souffre quand même de neurodiversité. Donc ça fait quand même 1 personne sur 10. Qu'est-ce qu'il y a derrière neurodiverse? Différentes choses. On a des conditions donc, comme l'autisme, la dyslexie, les troubles du comportement, la dyspraxie par exemple. Donc en conséquence, on n'a pas les mêmes attentes sur ces personnes dans leur confort, leur bien-être. Donc il existe une multitude de solutions que je liste ici notamment. Donc offrir une variété d'options de travail, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir tous ces espaces qui soient présents pour leur permettre finalement, si au cours de la journée ils ne sont pas bien ou ils ont besoin de s'isoler, d'avoir ces espaces d'isolement en fait, et pas de les laisser dans un open space. Il faut bien sûr faire attention à l'éclairage. L'éclairage naturel, c'est très important. C'est beaucoup plus important que de mettre de l'éclairage artificiel parce que l'éclairage naturel va jouer sur les conditions, sur le bien-être et sur finalement le confort. L'agencement de bureaux, comme j'ai dit, créer des espaces uniques. Et il y a aussi cette étude qui est intéressante, c'est que la biophilie, donc là on va au-delà du confort acoustique, mais la biophilie donc apportée par les plantes dans les espaces de bureau est étant essentielle pour augmenter le bien-être. On peut l'augmenter, c'est marqué, jusqu'à 15%. Donc l'impact est très très important. Et enfin, ce qui nous relie tous aujourd'hui, la réduction du bruit ambiant. Puisque si on réduit le bruit ambiant, on améliore la précision de travail. Donc vous avez jusqu'à 67% quand même, des études démontrent ça, sur du coup la précision, sur la capacité à mieux travailler. Une autre thématique que je voulais vous parler aussi, et forcément on l'a de plus en plus, je ne sais pas combien vous faites de Teams dans la journée, mais si vous regardez bien en moyenne, on est quand même sur des scores qui sont de plus en plus élevés, ce qui n'est pas forcément rassurant d'ailleurs. La visio du coup derrière ça est vraiment à prendre en compte dans l'aménagement, dans les salles de réunion, sur la qualité audio qu'on pourra avoir sur ces échanges. Là ici vous avez un graphique qui montre en fait l'évolution des méthodes de moyens de communication. Donc vous avez du coup tout à gauche, en 2013, une part qui est démontrée sur la conversation téléphonique. Avant, on prenait beaucoup plus son téléphone pour échanger avec une personne. Et si vous regardez l'évolution, la visio en fait, prend de plus en plus le pas pour échanger avec. Donc c'est un réflexe qu'on a pris en place, notamment encore une fois, avec tous ces confinements, d'utiliser davantage de Teams plutôt que de son téléphone. Et donc derrière, forcément, il y a des attentes en termes de qualité de l'audio, en termes de l'enregistrement, en termes d'échange avec les personnes qui seront à distance. Donc là, c'est aussi d'autres valeurs qui montrent que finalement, le problème audio, c'est le principal souci rapporté lors des visios, avant la qualité de l'image. 46% des utilisateurs de visioconférence déclarent que la qualité audio nuit à l'interaction et nuit du coup à la bonne compréhension de l'échange qu'il pourrait y avoir avec la personne à distance. Et du coup, on estime que cette mauvaise qualité coûte des milliards d'euros aux entreprises à l'échelle mondiale à cause du fait que du coup, soit si un message a mal été compris et ensuite mal interprété, une décision derrière va impacter potentiellement, je sais pas moi, des scores qui peuvent être très importants. Donc d'un point de vue acoustique, on a plusieurs choses à prendre en compte. La confidentialité à maintenir dans la salle, donc éviter d'être interrompu par le bruit qui pourrait être d'une pièce à côté, par exemple. La qualité d'enregistrement, donc avoir vraiment une qualité sonore dans la pièce, éviter les échos, éviter beaucoup de réverbération, forcément. Et avoir une qualité d'écoute qui soit intéressante, donc avec la diffusion sonore qu'on va avoir via les équipements dans ce genre de pièce, s'assurer que cette diffusion sonore soit de qualité pour aussi pouvoir bien capter les messages à distance. Et enfin, je souhaitais faire une petite démonstration d'un cas pratique, d'un aménagement, d'un espace ouvert, des pratiques que vous connaissez peut-être, mais je souhaitais en lister un peu. Donc là, ici, vous avez en image un open space, donc avec, du coup, vous voyez des bureaux qui sont situés
un peu tous serrés les uns les autres, avec des matériaux qui englobent du coup ces espaces de bureau, donc avec des surfaces qui peuvent être lisses. On a aussi une intimité qui est réduite, et finalement on se voit tous les uns les autres, on a l'impression qu'on est tous les uns sur les autres au final. On peut avoir du coup aussi beaucoup de surfaces, donc comme j'ai dit, surfaces dures, au sol, au mur, beaucoup de vitrages, des plafonds qui sont peut-être pas assez bien traités d'un point de vue acoustique. Des bureaux de passage qui peuvent être situés, eux, en plein milieu des espaces de bureaux. Donc, c'est-à-dire que vous avez des personnes qui arrivent dans la journée, qui se posent, qui n'ont pas l'habitude de travailler dans ce genre d'espace et qui, du coup, vont interférer les échanges et la concentration des salariés qui seraient à côté. Ensuite, on a donc ces espaces aussi informels qui peuvent être situés finalement à côté, dans cet espace, toujours dans l'exemple. Pas d'absorption, des séparations en simple vitrage, des espaces informels qui sont situés, vous voyez ici également dans l'open space, et les photocopieurs qui sont en plein milieu, pareil, à l'exposition directe des salariés. On voit en image ce que ça peut donner, si je vous laisse imaginer un peu cet espace. Donc, vous voyez ici, on n'a pas forcément envie d'y être, on sent tout de suite l'oppression et on se dit que ça doit bien réverbérer dans ce genre d'espace. Donc qu'est-ce qui est intéressant à mettre en place ? Je l'ai dit, il y a différentes choses. On parlait de biophilie par exemple pour l'intégration et l'inclusion des personnes. Et ça peut aussi servir finalement cette biophilie de séparation visuelle entre les salariés. La végétation est super importante pour ça notamment. Aussi, ce qui est important de mettre en place, c'est des absorptions donc, sur les murs, parce qu'on a des surfaces lisses donc, qui vont réverbérer et participer à l'élévation du niveau sonore, par exemple. Les bureaux de passage, donc il faut bien préciser via des notices, par exemple, rien expliquer aux salariés l'usage de ces espaces, qu'ils sont présents dans un open space. Et donc c'est aussi important d'avoir un respect en fait les uns des autres, utiliser les espaces qui sont dédiés pour prendre ces appels, par exemple. Et ça, on va y revenir, mais dans la norme, on en parle beaucoup. Les sols, d'avoir des sols peut-être plus souples, qui soient aussi plus absorbants. On a quand même une part d'absorption via les sols malgré tout. Et des zones qui sont plus informelles. Donc ces zones informelles, il faut aussi pouvoir les traiter via notamment le mobilier. Vous avez peut-être déjà vu, on a des grandes banquettes en fait, qui permettent aussi de protéger davantage les salariés. Et je pense qu'il est aussi important, c'est de séparer ces zones, on va dire, plus informelles. Par exemple, via des rideaux acoustiques. Vous pouvez assembler des solutions, je vais vous montrer en image, avec un filin. Et vous avez quelque chose qui est à la fois absorbant et qui aussi visuellement permet d'isoler les personnes entre eux. Voilà. Et puis après, il y a d'autres types de mobilier, notamment ce qu'on appelle quiet pods, tous ces caissons qui permettent d'isoler les personnes au sein même de l'espace ouvert. En image, on pourrait avoir ce genre de choses. Donc vous avez des éléments acoustiques au plafond, des îlots suspendus pour ce cas, par exemple. Vous avez des panneaux muraux qui peuvent être situés à droite, à gauche, ou sur lequel, par exemple, ici, on a imprimé un paysage. Donc voilà, ça s'intègre super bien dans l'open space. On a rajouté aussi de la moquette en revêtement de sol. Et puis il y a tous ces rideaux que je vous disais, là, qui peuvent servir à la fois d'absorption et de séparation. Voilà, donc c'est un exemple parmi tant d'autres, mais je souhaitais aussi vous montrer qu'il existe énormément de choses et se faire plaisir aussi sur les designs. Et enfin, dernière chose, c'est important aussi de savoir un peu combien ça coûte tout ça, d'aménager des espaces de bureau. Je pense que c'est essentiel. Et c'est ce qui peut des fois aussi freiner finalement les maîtres d'ouvrage à vouloir faire de l'investissement sur ces solutions, en se disant ça va nous coûter trop cher, je ne suis pas forcément pour. Ce qu'il faut savoir par exemple, donc ça c'est des valeurs qui existent en Europe, moyenne en fait, c'est Cushman et Wakefield qui a sorti ça, donc chiffrage moyen d'un réaménagement d'espace de bureau. En France, on est à 1323 € le mètre carré en moyenne de réaménagement. Donc derrière ça, en décomposition, il y a quoi ? Il y a une part qui est liée au mobilier, une part qui est liée aux travaux, une part qui est liée aussi tout ce qui est équipement audiovisuel, et cette part augmente de plus en plus, liée notamment au visio. Et aussi la part de conseil, forcément. Donc derrière, il y a aussi les études acoustiques, par exemple, ou encore le conseil sur l'aménagement, sur les mobiliers à choisir. Mais ce qui est aussi important à prendre en compte, et ça c'est un argument qui est essentiel aussi à expliquer aux maîtres d'ouvrage, c'est que lorsqu'ils font un investissement en mettant des solutions acoustiques, il faut penser au long terme. On a toujours tendance à être court-termiste en disant sur l'instant T, ça coûte trop cher les solutions arrivent après coup, finalement, une fois que le projet est terminé quelque part. Et on se dit on n'a plus de budget pour faire ça. Et ce qu'il faut mettre à l'esprit en fait, de ces maîtres d'ouvrage, c'est que derrière, sur une longue période, là ici par exemple l'étude montre sur 10 années de travail, le frais de personnel est de 90%. Le coût de location de l'espace ou de travaux, finalement, on est quasiment à moins de 10%. Donc, frais de personnel, et Laurent l'a dit tout à l'heure, si un salarié, du coup, souffre du bruit, il va y avoir des arrêts de travail, problèmes de surdité. Tout ça, ça va impacter énormément le coût du frais de personnel, davantage, finalement, sur l'investissement qui aurait pu être mis en amont via les solutions acoustiques.
Donc ça, c'est aussi, je pense, important de l'expliquer à maîtrise d'ouvrage. Voilà. J'en ai fini pour ma présentation. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation qui faisait super bien le lien avec celle d'avant, de Laurent, effectivement. Ouais. Et puis oui, c'est un sujet qui nous intéresse tous, et moi en premier lieu, puisque donc, je représente l'assurance maladie risque professionnel. Et effectivement, on parle des coûts de perte de productivité, etc. Ça a aussi un impact sur l'absentéisme, sur les dépenses d'assurance maladie, etc. Et donc, voilà, ça nous concerne tous. Et effectivement, je pense que d'une certaine manière, pour l'avoir vécu dans mes interventions dans de nombreuses entreprises, le coût du bruit au bureau est largement sous-estimé. On est souvent sur des professions à forte valeur ajoutée, avec des professions intellectuelles. On en parlait tout à l'heure. Effectivement, voilà, le coût d'une perte, ne serait-ce qu'une heure ou d'une journée de travail, cumulé sur le nombre de salariés qu'on peut avoir, ça représente des coûts très importants. Donc, moi, je vais vous présenter la norme. Avant 2016, il n'existait pas de norme, finalement, qui traitait de ce sujet, de l'acoustique dans les bureaux ouverts. On avait une norme sur les bureaux, mais qui était plutôt pour les bureaux individuels ou les petits bureaux collectifs. On n'avait pas de norme qui traitait des bureaux ouverts. Donc en 2016, on a la norme NFS 3199 qui a été publiée, sur laquelle notre commission avait travaillé. Et en fait, cette norme-là, c'est celle qui a été à l'origine, qui a servi de base pour la création de la norme ISO, puisque c'est également notre commission qui a porté la norme au niveau international, et qui s'est basé essentiellement sur cette norme NFS 3199, que certains d'entre vous connaissent très probablement. Et d'ailleurs, j'essaierai à mon tour de vous faire un petit peu le lien entre cette norme, qui était la norme française qui existait depuis 2016, et la norme ISO, puisque on a eu pas mal de retours, effectivement, de gens qui disaient tiens, encore une nouvelle norme, c'est bizarre, enfin voilà, quelle est la différence avec l'ancienne ? Vous verrez que les différences, il en existe. Maintenant, elles sont pas si importantes que ça. Et on a quand même une structure qui est essentiellement la même, quoi. Mais avec des apports qui sont hyper intéressants, et notamment dans le cadre d'aménagements un petit peu nouveaux, avec justement l'activity-based working, où on a justement ces zones de travail en fonction de l'activité dans lesquelles les salariés peuvent se déplacer au cours de la journée. Le constat qui est à la base de la norme, que ce soit la norme française ou la norme ISO, c'est que l'activité est déterminante. Sylvain l'a évoqué à l'instant. Les attentes acoustiques des salariés dépendent du travail qu'ils doivent réaliser. Donc, il est nécessaire de dresser une typologie des bureaux ouverts en fonction des activités, de faire des recommandations pour chaque type d'activité, d'objectiver la qualité acoustique au moyen d'indicateurs et de proposer des outils pour la conception et la rénovation. Et donc ça, c'est l'ambition de cette norme, et c'est ce qu'elle essaye de faire. Donc cette norme, elle est structurée de la manière suivante. Dans la première partie, vous avez domaine d'application, référence normative, en gros le cadre, voilà, la description de l'approche. Dans la deuxième partie, vous avez une description plus précise avec des différentes typologies d'espace, les enjeux et les exigences acoustiques. Et dans la troisième partie, vous avez une partie qui est plus liée à l'aménagement, donc des conseils d'aide à l'aménagement des espaces de travail et pour traiter l'acoustique des locaux. Donc, sur cette partie de typologie, vous avez 6 espaces de travail qui sont différenciés.
et qui rejoignent finalement les grands espaces que Sylvain a mis en avant avec ce sondage tout à l'heure. Alors le premier, effectivement, on a quand même voulu, il y a eu une volonté de mettre cet espace-là parce qu'on a quand même beaucoup de projets immobiliers dans lesquels des promoteurs construisent des grands locaux vides. Et on s'est dit, mais ça serait complètement ridicule de ne pas parler de ce sujet-là, parce qu'en fait, les promoteurs, eux, ils louent en général, ils peuvent louer une boîte vide, mais si on traite pas correctement l'acoustique, ou du moins s'il n'y a pas un premier vernis d'acoustique sur cette boîte vide, en général, derrière, ça impose aux personnes qui vont louer, aux utilisateurs, de derrière défaire pour refaire. Et on s'est dit, c'est quand même un immense gâchis d'avoir des plafonds, des faux plafonds, des milliers de mètres carrés de faux plafonds qui partent à la poubelle ou qui vont partir, dans le meilleur des cas, au recyclage, et pour mettre ensuite des plafonds acoustiques plus performants. Donc il y a eu cette volonté de parler des espaces libres, des plateaux en blanc, ce qu'on appelle les plateaux en blanc. Le deuxième type d'espace, c'est un espace avec une activité principalement concentrée sur la communication avec l'extérieur. Donc on vous parlait tout à l'heure de centre d'appel, c'est typiquement le cas d'un centre d'appel. Mais aujourd'hui, effectivement, si on peut imaginer que des gens qui passeraient leur journée en visio à leur poste de travail, ça pourrait correspondre également à ce type d'espace. Le troisième type d'espace, c'est une activité principalement basée sur le travail collaboratif. Le quatrième, c'est à l'opposé, un travail plutôt concentré, faiblement collaboratif. Et type d'espace 5, c'est l'accueil du public. Et le 6, très intéressant, on en parlait à Activity-Based Working, plusieurs activités au sein d'un même espace. Et c'est la grande tendance de ce qui se fait aujourd'hui dans la conception des bureaux. Effectivement, c'est d'aller vers des bureaux où on a plusieurs activités qui se retrouvent au sein d'un même espace. Donc, en gros, dans la norme, comment ça s'articule? On décrit les activités, on décrit l'environnement sonore caractéristique, les enjeux acoustiques, et on donne des indicateurs avec des valeurs associées auxquelles on va pouvoir se référer. Les enjeux acoustiques, ils sont différents nécessairement selon l'échelle. Au poste de travail, c'est le premier cercle à l'intérieur. Typiquement, on parlait tout à l'heure d'un centre d'appel. Ce qui va être essentiel, c'est au niveau du poste de travail de pouvoir entendre clairement les conversations téléphoniques. Ça, c'est dans cette typologie-là. De poste à poste, dans cet exemple de centre d'appel, ça va être de ne pas être perturbé par les conversations de son voisin. Mais ça pourrait s'appliquer à d'autres activités. On pourrait avoir effectivement une activité où effectivement on fait de la visio, etc. Si le voisin en face il fait de la visio et que moi j'essaye de me concentrer, ça va pas être évident. Et sur le plateau, c'est de ne pas être perturbé par le bruit ambiant. Donc le brouhaha, qui est la conséquence finalement de la somme de tous les bruits de conversation, etc. au niveau du plateau. Les indicateurs qu'on utilise dans la norme. Au poste de travail, il y a des valeurs cibles en termes de niveau sonore. En LAEQT, donc c'est des niveaux sonores pondérés en décibels, qui mesurés sur une donnée qui est décrite tout est décrit dans la norme. Entre les postes de travail, on a une atténuation acoustique qui s'appelle la DAS, donc c'est une atténuation acoustique poste à poste. Essentiellement, c'est quasiment la même que celle qu'on avait dans la norme française. Il y a eu quelques précisions qui ont été apportées. Et au niveau du plateau, là, on a donc la durée de réverbération, que certains d'entre vous connaissent très bien. La durée de décroissance spatiale d'intelligibilité de la parole, donc c'est une décroissance spatiale rapportée à un spectre de la parole.
et un niveau de pression acoustique pondéré de la parole à une distance de 4 mètres. Voilà, ça c'est les indicateurs, donc c'est une partie vraiment plutôt hard acoustique. Alors là, je vous donne des exemples de valeurs qu'on peut avoir. Pour reprendre l'exemple du plateau d'appel, du centre d'appel, on a une valeur recommandée de niveau sonore inférieur à 55 dB en activité. Alors par contre, les valeurs suivantes sont des valeurs exigées pour respecter la norme. L'atténuation poste à poste, on demande à ce qu'il y ait une atténuation supérieure à 6 décibels pour cet exemple de type d'espace. Et sur le plateau, un temps de réverbération inférieur à 0,5 secondes entre 250 Hz et 4 kHz, une décroissance spatiale supérieure à 7 dB et un LPS 4 mètres inférieur à 47. C'est un exemple. Je vais vous faire un petit focus sur le type d'espace 6, la cohabitation d'activités, parce que ça c'est une nouveauté de cette norme ISO. Donc le challenge c'est de pouvoir réaliser l'activité prévue dans une zone d'émission sonore sans perturber l'activité prévue dans la zone de réception. Donc ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs types d'activités différents qui se retrouvent au même espace. Et l'enjeu, c'est qu'on n'ait pas une activité bruyante qui vienne perturber une activité plus silencieuse, où il y a un besoin de concentration, par exemple, ou même deux activités bruyantes entre elles qui pourraient venir effectivement ensuite engendrer une élévation du niveau sonore global. Donc, plus les zones adjacentes sont prévues pour des activités différentes, plus une séparation acoustique importante est nécessaire. Il y a plusieurs moyens de faire de la séparation acoustique. On peut effectivement mettre, dans le cas extrême, une cloison totale. On peut mettre des cloisons partielles. On peut mettre des aménagements avec des plantes. On peut éloigner les zones de travail entre elles, parce que la distance, effectivement, va permettre aussi d'augmenter l'atténuation. Et puis, il faut effectivement que ces valeurs cibles prennent en compte le niveau de bruit de fond dans la salle de réception, puisque effectivement, plus on a un niveau de bruit de fond bas, et plus il va falloir avoir une atténuation importante pour avoir le résultat escompté. Voilà donc une illustration visuelle de ce que ça peut donner. L'atténuation poste à poste DAS, l'atténuation DAS, elle est utilisée pour caractériser une atténuation poste à poste ou une atténuation entre deux zones. Donc vous avez l'exemple avec les flèches bleues d'une atténuation poste à poste et avec les flèches rouges d'une activité entre deux zones différentes dans lesquelles on peut avoir une activité différenciée. Donc dans la norme, vous avez un tableau comme ça, une matrice qui vient vous donner en fonction du type d'espace, source ou récepteur, mais l'atténuation qui est recommandée. Voilà. Donc par exemple, entre une zone de réunion informelle et une zone de travail non collaboratif, donc où on va travailler individuellement sur du travail plutôt concentré, on a une atténuation de 21 dB entre les zones qui est préconisée. Je vous ai mis également dans le tableau suivant les valeurs et les indicateurs acoustiques, mais que vous pourrez retrouver effectivement dans la norme. Donc vous voyez qu'en fonction du type d'espace, on a des valeurs qui sont différentes parce que les enjeux sont différents. Alors le type d'espace 3 par exemple, c'est du travail collaboratif. Entre les postes de travail, on va chercher à avoir une atténuation inférieure à 4 dB, c'est-à-dire on va chercher à favoriser les échanges. Donc on n'a pas besoin d'atténuation très élevée, au contraire. Par contre, dans le type d'espace 4, qui lui est une activité non collaborative, là on va chercher à avoir une atténuation supérieure à 6 dB pour effectivement bien isoler les personnes, faire en sorte que s'ils ne collaborent pas entre eux, mais qu'il y en a un qui va avoir, je ne sais pas, un coup de fil, etc., ils ne viennent pas déranger la personne qui est en face. Donc vous avez
je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je vous le reprécise là. Au niveau du poste de travail, les niveaux sonores, ce sont des valeurs cibles, donc c'est des recommandations, c'est un guide. Par contre, pour ce qui est des atténuations entre postes, du temps de réverbération, de la décroissance, etc., ce sont des valeurs exigées. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez affirmer que vous respectez cette norme, il va falloir que ces valeurs soient atteintes. Donc, dans la suite de la norme, vous avez des recommandations sur l'aménagement de l'espace de travail, sur le traitement acoustique, des recommandations générales sur les dimensions et la géométrie, sur la disposition des espaces supports par rapport à l'espace ouvert, sur les distances entre les postes de travail dans les bureaux ouverts, et puis des grands principes de traitement acoustique sur le plafond, les murs, le sol, etc. Sylvain en a parlé auparavant. L'incidence du type de mobilier. Et j'ai pas parlé, effectivement, de la densité, qui est aussi très importante. Effectivement, la densité d'occupation d'un local, plus vous aurez de personnes au mètre carré dans un local, et plus vous aurez de sources de bruit, et donc plus potentiellement vous avez de gêne. Donc ça, c'est quand même quelque chose à considérer, surtout qu'aujourd'hui, on a tendance à réduire les surfaces pour économiser en termes de coûts immobiliers. Donc la densité est également à prendre en compte. Voilà. Et puis donc dans la norme, vous avez toute une partie avec des annexes qui vont vous aider dans votre projet, que ce soit en rénovation, en conception. Voilà, vous avez alors déjà une explication sur la mesure de la DAS, atténuation poste à poste, puisque effectivement c'est un indicateur qui est utilisé essentiellement dans cette norme, mais qui pourra être amené à être utilisé dans d'autres normes à l'avenir. Vous avez un schéma synoptique qui vous permet de vous résumer la démarche de réduction du bruit. Une charte sur l'utilisation collective, donc là c'est vraiment l'étiquette, ce que les Anglais appellent l'étiquette, l'utilisation collective, mais aussi individuelle des bureaux ouverts. Vous avez un exemple d'enquête basé sur le questionnaire Gabo, qui est un questionnaire psychoacoustique qui a été développé par l'INRS et qui vous permet en fait d'objectiver un petit peu la gêne acoustique auprès des salariés. Vous avez les exigences pour le mesurage du LAEQT dans l'annexe. Et puis un point sur les systèmes de masquage sonore qui sont assez peu utilisés en France pour l'instant, qui sont quand même assez utilisés dans les pays anglo-saxons, à savoir que ces systèmes-là sont plutôt, leur usage est quand même assez controversé. Le masquage sonore, c'est rajouter du bruit finalement pour masquer des conversations, pour éviter que des conversations intelligibles perturbent. Voilà. Nous, il y a eu des études, notamment de l'INRS, qui ont démontré que, en termes de fatigue, etc., de stress, à la longue, c'était pas forcément bénéfique. Et que la dégradation de l'intelligibilité, elle était pas si marquée que ça, en fait, quoi. Voilà. Voilà. Et donc, je vous en parlais, le type d'espace 1, il n'est pas normatif, il est en annexe informatif. Donc là, il y a des valeurs qui sont indiquées à titre informatif. Les évolutions, je vous disais, par rapport à la norme, la 31199, qui était la norme donc avant 2021, entre 2016 et 2021. Donc il y a deux nouvelles typologies d'espace. Donc le type d'espace 6, qui permet de combiner plusieurs activités sur un même plateau et qui est la grande tendance aujourd'hui. Donc c'est vraiment un ajout qui a son importance. On remplace l'indice d'atténuation poste à poste qui s'appelait DN dans la norme française par maintenant un indice d'atténuation de la parole pondérée DAS qui prend une place plus importante dans cette norme puisque, comme je vous l'ai dit, c'est l'atténuation à la fois poste à poste mais aussi entre zones.
La modification de certaines valeurs cibles ou exigées. Je vous donne un exemple. Par exemple, le temps de réverbération, il me semble que c'était 0,6. Pour la plupart des espaces, c'était 0,6 qui était demandé. Et là, il a été abaissé à 0,5. Hein. On a cherché aussi à être consistant avec ce qui se faisait dans d'autres normes, et notamment les normes allemandes. Et on s'était aussi rendu compte que 0,6 dans un bureau ouvert où le traitement acoustique est à peu près correct, c'était trop élevé en fait. 0,5 est beaucoup plus réaliste pour avoir quelque chose de qualitatif. Et puis on a également des recommandations qui concernent l'accessibilité aux personnes atteintes de troubles de l'audition ou de la parole. C'est vrai que ça, c'était pas dans la norme française. On a eu des membres, notamment des pays nordiques, qui nous ont fait cette remarque, et donc du coup, on a essayé de l'intégrer dans la norme. Il y a l'ajout de 2 types de plateaux, les espaces en blanc et les espaces combinant plusieurs activités. Et puis, en fait, si vous voulez avoir des clés de lecture, et notamment les évolutions par rapport à la norme 31199, la façon de mesurer la DAS, etc. Vous avez tout ça dans une note scientifique de l'INRS, la NS 375, qui est disponible gratuitement en ligne et que vous pouvez aller télécharger. Et je passe la parole à Lucas de l'INRS. Qui a beaucoup œuvré, l'INRS a beaucoup œuvré pour le développement et la création de cette norme, et qui va vous présenter donc une démarche d'application de la norme. À toi, Lucas. Est-ce que tu veux le... Non, c'est bon, je vais utiliser cela. Donc bonjour à tous. Donc moi c'est Luc Allen, je suis responsable d'études à l'INRS. Et donc je vais vous présenter une démarche d'application de la norme NF ISO 22955 que nous on a développé pour donc pourquoi on a construit cette démarche. L'objectif c'était de donner aux préventeurs en entreprise un outil qui leur permette d'appliquer la norme, ou en tout cas de construire une démarche d'amélioration de leurs locaux qui s'appuie sur la norme. Donc comment évaluer le ressenti des salariés, comment prendre en compte l'activité des salariés, comment estimer la qualité acoustique d'un bureau ouvert. Et donc voilà, donc comme je l'ai dit, c'était proposer une démarche de prévention du risque bruit qui est construite autour de la norme et qui implique tous les acteurs de l'entreprise, hein, de la direction au manager et aussi les représentants du personnel et les salariés. Alors pourquoi impliquer tout le monde? Parce que quand une démarche implique tout le monde, disons qu'on augmente les chances d'avoir une issue positive à la mise en place de cette démarche. Donc la démarche qu'on a construite, elle est divisée en 4 niveaux d'analyse des bureaux ouverts, qui sont numérotés, mais il n'y a pas de niveau plus important que les autres. Hein. On a un niveau d'observation qui s'appuie sur un peu des règles très générales de l'acoustique et qui est faisable par un non spécialiste. On a un niveau qui est l'analyse de l'activité, qui est idéalement à réaliser par des ergonomes, mais on le verra, on est quand même sur un niveau très basique de l'analyse de l'activité, donc c'est pas impératif d'être un spécialiste de l'ergonomie pour la réaliser. On a le 3e niveau qui est l'évaluation de la satisfaction des salariés, parce que dans une démarche de prévention, ce qui nous intéresse, nous, c'est plus le ressenti des salariés que les pertes de productivité ou d'efficacité. Bon, les deux sont liés, mais nous, on a plus un focus sur la perception des salariés. Et puis, le 4e niveau, hein, qui est les mesures acoustiques, donc une caractérisation objective de la performance du local, qui est, elle, réalisée par des experts en acoustique. Donc, pour le premier niveau, hein, sur l'observation, l'objectif, c'est d'identifier des points de faiblesse du local et de l'aménagement, pour pouvoir identifier s'il y a des défauts majeurs qui sont identifiés à cette étape-là, de pouvoir identifier tout de suite des pistes d'amélioration sans forcément avoir besoin d'études acoustiques poussées. Donc en point de vigilance, on va avoir des points de vigilance sur la disposition ou l'organisation spatiale, hein, donc géométrie du local, bon ça on ne peut pas forcément y faire grand-chose, mais l'existence ou pas d'espace support, hein, espace de pause, espace de réunion, est-ce qu'ils sont isolés du reste du plateau, des aspects de densité ou de surface par opérateur. Hein. Nous, à l'INRS, on recommande une surface par opérateur de 7 mètres carrés. Alors, c'est un objectif parfois souvent ambitieux, mais en fait, en dessous, ça va être plus compliqué d'atteindre les objectifs de la norme.
Donc on va avoir aussi, dans l'observation, on va avoir des points de vigilance sur le traitement du local, hein, ça reste assez basique. Est-ce que le plafond est performant acoustiquement? Parce que si dès le début on identifie que le plafond est mauvais, disons qu'il y a une solution déjà qui est identifiable. Et puis pareil sur les séparations et les cloisonnettes. Est-ce qu'il y a des cloisonnettes? Quelle hauteur elles font? Est-ce qu'on a des espaces de repli dans le bureau pour pouvoir passer un coup de téléphone ou faire des petites réunions à deux? Et puis l'identification des sources de bruit. Est-ce qu'on entend des sonneries de téléphone? Est-ce que les équipements bruyants comme les imprimantes, les photocopieuses sont isolés un peu du reste du plateau? Et puis un point de vigilance sur le bruit de ventilation, enfin du bruit de ventilation et du système de chauffage et de climatisation. Donc le deuxième niveau, c'est l'analyse de l'activité, hein, ça reste assez basique. Hein. L'objectif c'est de comprendre l'activité réalisée sur le plateau et du coup d'identifier les enjeux acoustiques qui sont à prendre en compte sur le plateau. Et en fait, ça reste assez basique comme analyse d'activité parce que l'objectif, c'est de caractériser l'activité selon la typologie de la norme dont vient de vous parler Thomas. Donc là, j'ai deux exemples hein, dans le détail. Donc les activités principalement basées sur un travail collaboratif. Donc globalement, la norme cite des exemples. Hein, ça va être les agences de pub, les services créatifs, les services marketing, etc. Ou en enjeu acoustique, on va avoir au poste la nécessité d'avoir une bonne intelligibilité des conversations. Entre les postes, c'est d'avoir une bonne intelligibilité entre les postes qui sont au sein d'une même équipe. Et puis, à travers le plateau, ça va être une bonne discrétion acoustique entre les différentes équipes qui ne collaborent pas nécessairement. Et puis, deuxième exemple, c'est les activités qui sont principalement basées sur un travail faiblement collaboratif, hein, donc ça va être des activités individuelles. Donc on va avoir tout ce qui est un peu activité administrative, ressources humaines, les services compta ou encore les bureaux d'études ou les services R&D. Et là, les enjeux acoustiques, bon, au poste, il faut avoir une bonne intelligibilité des conversations ponctuelles pour ne pas avoir besoin de lever la voix pour ces conversations qui sont occasionnelles. Entre les postes, il faut limiter, c'est ce qu'a dit Thomas aussi, c'est qu'entre les postes, il faut limiter l'intelligibilité des conversations parce que une personne qui parle, si le voisin parle, ça va engendrer de la gêne sur l'activité. Et puis là encore, une bonne discrétion entre les différents services qui peuvent être implantés sur le plateau. Donc là, on en vient au niveau 3, hein, qui est l'évaluation de la perception des salariés. Ça, ce niveau-là, on va dire, il nous tient à cœur, nous, à l'INRS, parce que pour nous, c'est vachement important. Donc, cette évaluation permet d'associer l'ensemble des salariés à la démarche d'amélioration de l'espace. Et il y a quelques points dans le document de l'INRS, dans le document qui présente la démarche, il y a quelques points de vigilance à apporter pour ce déploiement des questionnaires. Hein, c'est d'avoir un taux de participation des salariés le plus haut possible, donc supérieur à 75%. Et puis, il faut aussi communiquer auprès des salariés sur les enjeux d'objectifs de l'enquête, d'anonymisation des réponses, du respect du règlement de la protection des données, et puis la possibilité toujours laissée aux salariés d'ignorer certaines questions. Donc l'INRS, la norme et l'INRS mettent à disposition le questionnaire GABO, hein, qui veut dire gêne acoustique dans les bureaux ouverts, qui est disponible gratuitement sur le site de l'INRS. Et ce questionnaire est divisé en 4 parties. On a une première partie qui évalue la satisfaction des salariés vis-à-vis de leur environnement physique de travail. Et puis deuxième partie, c'est un focus sur l'environnement sonore de travail. Et puis on a les deux parties qui suivent, c'est sur la perception de la santé des salariés et leur relation, et la dernière partie évalue leur relation au bruit en général. Donc dans le détail, la partie sur la satisfaction de l'environnement vis-à-vis de l'environnement physique de travail va évaluer la satisfaction vis-à-vis de 14 facteurs physiques. Hein. On va avoir l'ambiance sonore, la personnalisation du poste,
ou le contrôle de la température, et puis on va avoir aussi la qualité de l'éclairage, la circulation de l'air et l'ameublement du poste. Et donc cette partie-là va nous donner un score de satisfaction globale et puis deux sous-dimensions, une dimension contrôle privacité qui sont les dimensions qui sont en bleu sur la slide, et puis une dimension confort fonctionnalité. Voilà, donc ici en bas c'est des graphes qui sont liés aux données nationales, enfin que l'INRS, des données que nous on a récoltées, on a 1400 répondants dans une petite vingtaine d'entreprises, plus, une trentaine. Donc voilà, les résultats des données nationales sont aussi disponibles sur le site de l'INRS. Donc ça permet de positionner le plateau en question vis-à-vis d'une moyenne un peu nationale. Donc après, on a la caractérisation de la perception de l'environnement sonore. Donc on va avoir une évaluation de la perception du niveau global de l'environnement sonore et de la gêne qu'il engendre. Et puis on va avoir un focus sur les différentes sources de bruit dans le bureau. Donc pareil, on va évaluer la fréquence de perception et la gêne occasionnée pour 5 sources de bruit, qui sont les machines. Donc ça va être ventilation, imprimante, etc. Les sonneries de téléphone, les conversations intelligibles, les conversations inintelligibles et le passage des personnes à proximité du poste. Et puis dans cette partie, on va avoir aussi un classement des différentes sources de bruit. Donc on l'a ici en graphe sur la gauche, sur la droite pour les données nationales, où on voit que la source de bruit la plus gênante, c'est les conversations intelligibles, suivies par les conversations non intelligibles, et puis seulement après viennent les autres sources de bruit. Et puis aussi dans cette partie du questionnaire, on va avoir la possibilité d'évaluer ou d'estimer quelles activités sont spécifiquement gênées par le bruit. Et donc ensuite, on a deux parties qui sont, on va dire, un peu plus facultatives, parce que des données un peu plus sensibles potentiellement pour le salarié, où on va avoir la relation du bruit en général. Donc c'est un questionnaire issu de la littérature scientifique, avec des questions du type « J'ai besoin d'un environnement calme pour être capable d'effectuer de nouvelles tâches ». Et puis, du coup, dernière partie du questionnaire sur la santé perçue. Donc c'est un questionnaire pareil issu de la littérature scientifique d'auto-évaluation. Et donc on va avoir un score de santé globale, un score global de santé perçue, qui va être divisé en 4 sous-dimensions, la santé physique perçue, la santé psychologique perçue, les douleurs perçues et le stress perçu. Donc voilà. Et du coup, on en vient à la 4e partie de la démarche de prévention, qui est la caractérisation acoustique du local et de l'aménagement. Et donc l'objectif, c'est d'évaluer quantitativement si la performance acoustique du local permettent de répondre aux enjeux acoustiques qu'on a identifiés avec une analyse de l'activité. Bon, elle nécessite un appareillage de mesures acoustiques. Et donc on va avoir une évaluation en activité, avec le niveau de bruit ambiant en activité, et des mesures faites dans un local vide, donc comme Thomas l'a dit, temps de réverbération, atténuation poste à poste de la parole, et une caractérisation de la décroissance spatiale du niveau de la parole à travers le bureau. Et donc voilà, donc on va comparer globalement les mesures faites dans le bureau, sur le plateau, à des valeurs cibles, donc, que Thomas vous a présentées. Et donc là, ici, on a l'exemple des activités d'un centre d'appel et d'une activité collaborative. D'ailleurs, c'est pas centre d'appel, c'est activité non collaborative. Et on voit bien le lien entre les valeurs cibles et les enjeux, en particulier pour l'atténuation poste à poste, ou pour les centres d'appel ou les activités non collaboratives. L'objectif, c'est de limiter l'intelligibilité des conversations entre les postes, et donc on va avoir un objectif de DAS supérieur à 6 dB, tandis que pour les activités collaboratives au sein d'une équipe, il faut encourager la discussion, et donc on va avoir une valeur cible. Donc on va vouloir atteindre une DAS inférieure à 4. Et donc dans le document INRS qui présente cette démarche, qui est l'ED 6402,
on a à la fin des exemples un peu schématiques, un peu basiques d'aménagement qui seraient compatibles avec telle ou telle activité. Donc ici, on a l'exemple d'un aménagement pour une activité non collaborative, où on va avoir des écrans, des cloisonnettes hautes entre chaque poste de travail. Et à l'inverse, pour une activité collaborative, on va avoir des cloisonnettes plutôt basses avec des séparations entre les équipes. Donc voilà, donc pour résumer, la démarche construite par l'INRS, elle est en 4 niveaux, qui peuvent être conduits indépendamment, mais qui gagnent en puissance s'ils sont conduits tous ensemble. Donc observation par des non-spécialistes qui permet d'identifier des défauts potentiellement rédhibitoires et de proposer immédiatement des solutions d'amélioration. Une analyse de l'activité, idéalement faite par des ergonomes, mais qui permet d'identifier des faiblesses dans l'organisation. Une étape de questionnaire qui permet d'impliquer l'ensemble des salariés et qui permet d'identifier l'ensemble des sources de gêne. Et puis enfin, un 4e niveau, qui est les mesures acoustiques faites par des experts en acoustique, qui permettent de faire des recommandations un peu plus spécifiques à chaque plateau. Et donc voilà, donc on a en ressources disponibles sur le site de l'INRS, on a la démarche qui est décrite dans le D6402, et puis le questionnaire Gabo qui est lui aussi disponible sur le site. Voilà, je vous remercie de votre attention. Moi, ça m'inspire quand même effectivement cette comparaison, une petite réflexion. C'est que l'analyse de l'activité, c'est souvent le parent pauvre de la démarche. Et une autre, ça me rappelle un commentaire que j'avais lu quelque part où on disait effectivement, il ne suffit pas de mettre 2 personnes à côté pour espérer qu'elles vont collaborer. Les activités collaboratives, c'est vraiment des activités collaboratives. C'est pas tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, moi j'ai eu l'impression lors de certaines interventions qu'on mettait, on mettait un peu tout le monde dans activité collaborative. C'est pas parce qu'on est dans un open space qu'on a une activité collaborative. Une activité collaborative, c'est vraiment de travailler ensemble tout au long de la journée, d'avoir des échanges permanents, quoi. Voilà. Donc effectivement, si on veut que les espaces soient utilisés correctement, qu'il y ait de la satisfaction derrière, l'analyse de l'activité, c'est la pierre angulaire, quoi, je dirais. Et d'ailleurs, elle est à la base de cette norme, hein, l'analyse de l'activité. Donc effectivement, il y a les critères acoustiques, très importants, etc. Mais là le point d'entrée, c'est vraiment l'analyse de l'activité. Et puis encore une fois, l'analyse de l'activité, c'est pas l'analyse de l'activité de loin. C'est pas je demande au directeur ou au sous-directeur qu'est-ce que vous faites dans ces bureaux. C'est aller vraiment s'intéresser à ce que font les gens qui travaillent, les salariés, les chefs d'équipe, etc. Et vraiment questionner ces gens-là sur qu'est-ce qu'est leur activité, qu'est-ce qu'ils font dans la journée. Et ça demande beaucoup d'efforts. Et souvent, c'est complètement oublié, quoi. Souvent, on s'intéresse à des choses faciles à traiter de loin, y compris les space planners, dont c'est le métier. Des fois, rentrent pas dans le détail de l'activité, quoi. Voilà. Donc on va mettre un espace tisanerie, un machin, des bureaux tout ouverts, mais on ne se pose pas la question de ce que font les gens, quoi. Ah oui, mais ils ont besoin de collaborer. Ben, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de collaborer ou c'est ce que vous voulez leur faire faire? C'est pas la même chose. Voilà. Et donc pour faire le lien, on a une intervention maintenant, alors là pour le coup très technique, sur les outils et les méthodes des bureaux d'études pour accompagner la mise en œuvre des critères de la norme. Et donc on a Samuel qui est arrivé ce matin de Lyon avec quelques difficultés liées à la circulation des trains et qui va vous faire une présentation et également avec Guy Capdeville de chez Gamba. À toi Samuel. Est-ce que tu veux si on m'entend comme ça, donc je pense que je vais faire comme ça. Vous m'entendez? Bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, moi je suis bureau d'études, directeur du bureau d'études acoustique LASA.
Alors, nous, finalement, les bureaux d'études, c'est un sujet qui nous anime au quotidien, évidemment, hein, ces sujets acoustiques dans les plateaux de bureau. L'ASA, nous, on a particulièrement un historique sur le sujet, c'est aussi pour ça qu'on est présent dans cette commission, AFNOR. Et l'idée là, de la présentation, c'est un petit peu de vous présenter comment nous, on peut apporter des outils et de l'accompagnement, finalement, aux maîtres d'ouvrage, aux aménageurs, aux space planners, dans la mise en œuvre des critères de cette norme, qui, comme vous l'avez vu, il y a des parties qui sont relativement du bon sens, et puis il y a aussi des critères physiques assez précis qui peuvent être évalués par mesure, comme l'a dit Lucas. Et puis, ce sur quoi on veut aussi insister, c'est le côté, finalement, ces critères, ils sont également évaluables par modélisation, en anticipation. Et ça, c'est aussi un accompagnement intéressant qu'on peut apporter, nous, en tant que bureau d'études, ne pas attendre forcément la fin, que ce soit trop tard, pour se rendre compte que ça ne fonctionne pas, mais évaluer en avance. Donc, voilà. Cette norme, elle a été présentée, je ne reviens pas dans le détail, mais l'idée, c'est quand même qu'il y a des performances finalement bien précises à viser pour ces critères TR, DAS, LP, enfin niveau de taux de décroissance spatiale, niveau de pression de la parole à 4 mètres, en fonction des usages. Évidemment, ça va nous permettre, ces tableaux-là, donc d'évaluer des situations existantes, d'évaluer aussi et d'optimiser et de comparer des scénarios de solutions d'amélioration. Et puis, c'est un guide pour concevoir des nouveaux bureaux. OK. Donc, comme l'a expliqué Lucas, on peut mesurer ces espaces-là, et j'y reviens après, je vais vous montrer quelques exemples. On peut mesurer ces critères, pardon. Donc, à la fois la réverbération et puis tous les critères qui sont plus ou moins, on va dire, associés à de la décroissance du niveau sonore dans le plateau, hein, le D2S, DAS et le LP, le niveau de pression acoustique à 4 mètres. Puis, il y a aussi le niveau ambiant dans le plateau. On en reparle après. Mais l'autre point qui est intéressant à bien avoir en tête, c'est que finalement, on peut aussi donc les anticiper par modélisation. Et ça, pour moi, c'est tout aussi important parce que c'est là où on se place dans le côté proactif, conception et conseil en amont, qui permet d'éviter des déconvenues à l'arrivée. Donc il y a un certain nombre de logiciels, on montrera des exemples, qui permettent de faire ça. Évidemment, comme tout logiciel, hein, c'est pas juste on appuie sur un bouton, ça sort, hein, il faut un petit peu d'expertise derrière, sinon on peut lui faire dire n'importe quoi. Donc c'est vraiment, je dirais, un boulot d'ingénieur acousticien, hein, de piloter ces éléments-là. Mais donc pour commencer sur les mesures, donc ces mesures, elles peuvent être réalisées avant ou après travaux. Avant, ça va être pour une situation existante, on va dire, essayer de voir d'où on part dans un plateau existant, quels sont objectiver finalement la situation et se situer par rapport à la norme. Peut-être que des gens font état d'une gêne, on a envie de savoir si c'est vraiment avéré, si c'est d'autres problèmes qui sont à régler à côté. Voilà. En tout cas, comment on se situe par rapport à cet outil qui permet d'objectiver les choses, justement, d'objectiver les choses. Et puis, il y a aussi l'aspect vérification après travaux pour voir si on a bien atteint les valeurs cibles, les valeurs guides qu'on souhaitait obtenir, justement. Alors, on va vous montrer un petit peu plus comment ça se fait en pratique. Alors, je crois qu'il y a pas mal de bureaux d'études dans la salle, donc il y en a beaucoup pour qui on ne va pas apprendre grand-chose, mais c'est pas grave. Donc, notamment, on peut faire de la mesure, enfin, on fait les mesures donc, du taux de décroissance spatiale des 2S, du niveau de la parole à 4 mètres. Ça va se passer avec des sources sonores omnidirectionnelles. Il y a des spécifications un peu particulières là-dessus. Il y a tout un protocole de mesure, on pourra en reparler. La mesure du DAS, notamment, n'est pas, enfin, requiert de bien regarder comment on fait. Toutes ces mesures sont quand même assez techniques, mais ça se fait. Donc voilà, on va placer les sources dans le volume, faire des points de mesure aux endroits qui sont... Bon, il y a tout un protocole. Et puis derrière, on obtient, grâce à des fiches d'analyse, les résultats qui peuvent être comparés donc, aux valeurs situées dans les tableaux d'ANORM. Ça va être de la mesure de réverbération. Donc c'est plus classique, c'est plus ou moins la résonance du local. Donc des fois, on tire des coups de pistolet, des fois, c'est de la source interrompue. En gros, ça qualifie la résonance globale dans le volume. Pareil, on va faire les mesures, on a des fiches de résultats.
On va pouvoir faire également, si on juge ça pertinent, des mesures du niveau de bruit moyen dans le plateau en activité. Là, on va venir mettre des sonomètres pendant un certain temps, à des endroits définis, pour voir un petit peu quel est le niveau sonore moyen pendant une période jugée représentative. Alors tout est un peu là-dedans justement. Qu'est-ce qu'une période représentative? Cette mesure, elle est un petit peu plus complexe dans son analyse, on va dire. Elle apporte, on va dire, une indication assez intéressante, mais en revanche, c'est pour ça d'ailleurs que c'est une valeur cible et pas une valeur exigée, c'est que c'est quand même beaucoup plus dépendant d'un instant T et du comportement des gens au moment où on fait la mesure. Alors on peut faire de la longue durée pour lisser tout ça, mais malgré tout, ça reste plus délicat on va dire, de conclure à une conformité d'un espace par rapport à cette valeur-là. Mais ça donne une indication parce qu'en revanche, c'est quand même ce que les gens ressentent en termes de niveau de bruit de fond. Donc c'est pour ça qu'on le fait. Ok, maintenant pour revenir plus sur les modélisations, donc ça pour moi c'est un aspect assez fondamental parce que finalement on a vraiment les outils qui permettent, quelle que soit l'étape de la réflexion, que ce soit des locaux existants sur lesquels on va vouloir faire une amélioration et donc tester à l'avance des scénarios d'amélioration. On rajoute des cloisonnettes, on rajoute de l'absorption comme montrait Sylvain. Ça va nous permettre de quantifier les gains envisageables et donc d'arriver à prendre la bonne décision. Où est-ce qu'on règle le curseur finalement? Parce qu'il y a toujours pas mal de possibilités. Et puis si c'est des locaux futurs qui n'existent absolument pas, on va vraiment en anticipation pouvoir, avec je dirais tout le staff qui contribue à ça, hein, les space planners, les architectes, le client final, réfléchir en amont justement à des solutions qui vont amener vers le confort et les objectifs souhaités. Et ça permet donc une aide à la décision pour les clients, pour le décideur final, trouver encore une fois le bon curseur. On va le voir sur quelques exemples, ça permet donc de calculer tous les critères, on peut même avoir des cartographies couleurs qui sont un petit peu plus des fois évocatives pour des non-sachants, et donc dans un but aussi, on va dire, d'adhésion des futurs utilisateurs. Ça peut être des groupes de travail dans l'entreprise, des CHSCT, dans un objectif d'adhésion au projet. Ce type de démarche peut avoir beaucoup de positifs hein, dans la confortation du fait qu'on est en train de faire les choses bien, dans le bon sens. Et puis il y a vraiment le sujet, donc là on peut faire des évaluations fiables qui évitent finalement de partir vers des fausses bonnes solutions, et ça permet donc d'optimiser les solutions, donc les coûts, tout en ayant une garantie de résultat. C'est vraiment cette idée de trouver le bon curseur. Alors évidemment, la première étape, c'est de suivre quelque part ce qu'expliquaient mes collègues. Hein. La première étape, c'est d'identifier qu'est-ce qu'on fait où, les différents espaces, et quelles sont les activités qui vont être menées dans ces espaces, et donc quels critères on doit viser dans ces espaces, et aussi comment on doit gérer les interactions entre les espaces. Donc ça, c'est l'étape 1. Et l'étape 2, on va modéliser l'espace en 3D. On va, s'il était existant, recaler sur les mesures. S'il n'est pas existant, on a des bases de données de coefficients d'absorption des matériaux pour avoir une bonne évaluation du futur. Et on va ensuite élaborer un certain nombre de scénarios d'aménagement en collaboration avec tous les autres intervenants, ergonomes, space planner, comme je le disais, client final. Et on va pouvoir donc, pour chacun de ces scénarios, quantifier les critères de la norme, et puis au final en arriver à la détermination de la solution qui paraît la plus adaptée pour chaque espace, pour chaque usage, avec ce qu'on pourrait appeler le meilleur ratio bénéfice-coût en termes de réglage du curseur des aménagements, tout en restant en cohérence avec les objectifs. Donc ça donne, par exemple, on produit des carnets de modélisation comme ça, on va pouvoir comparer les situations, puis évidemment, ces carnets qui peuvent paraître un peu barbares, un peu techniques, sont commentés hein, dans les rapports, et présentés, expliqués par l'ingénieur acousticien. Mais vous voyez qu'on a des cartes on peut avoir des cartographies de propagation du niveau sonore pour une source au sein du plateau qui permettent assez vite de se rendre compte visuellement comment le son est atténué ou pas, le bruit est atténué au sein du plateau, ça parle quand même assez vite aux gens. Et puis tous les critères de la norme. Puis dans l'accompagnement que les bureaux d'études peuvent proposer, une fois que tout ça c'est fait, les étapes suivantes, ça va être
la rédaction potentiellement d'une notice acoustique d'aménagement pour préciser tout ce qu'il faut faire avant la consultation des fournisseurs des entreprises, un éventuel suivi des travaux, et puis les mesures à la fin pour vérifier qu'on a bien atteint les objectifs qu'on s'était fixés. Et je crois que Guy, tu veux nous présenter un petit exemple de cas. Bonjour à tous. Donc moi, je vais présenter un petit retour d'expérience qui illustre un peu ce qu'a présenté Samuel, avec les différents logiciels de propagation qu'on a à notre service, et notamment Acouspropa qu'on développe nous chez Gamba Acoustique. Donc le projet, c'était une situation existante avec un plateau de bureau qui comportait trois pôles. Des pôles qui ne travaillaient pas forcément ensemble, où il y avait un certain nombre de réunions informelles et formelles qui se réalisaient, des interactions téléphoniques individuelles ou en groupe, notamment pour le pôle industrie, qui n'avait pas trop d'interaction avec les autres en plus, et qui était pourtant au milieu. Et donc l'objectif, c'était de permettre les échanges entre postes, mais limiter notamment l'impact du pôle industriel sur les deux autres. Je ne sais pas pourquoi il avance tout seul, mais bon. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a calculé, on a estimé l'impact de chacune des... Ah ouais, il était coincé. L'impact de chacun des pôles sur les autres, et on a calculé la fameuse DAS dont on vous parle depuis un petit moment là. Donc sur chacun des pôles fonctionnant indépendamment les uns des autres. Nous avons pu calculer la réverbération, le TR, par bande de fréquence, avec le TR à 125 Hz qui fait l'objet d'une spécification dans la norme. Et puis le calcul d'une carte de bruit, notamment là, qui est illustré, c'est le pôle industrie sur toute l'influence sur toutes les zones, avec le fameux DAS qui permet de voir si ça correspond aux objectifs qu'on vise et éventuellement de proposer des solutions complémentaires là, qui ont constitué à la mise en œuvre d'un écran acoustique autour du pôle industriel, complété par des traitements absorbants. Voilà, c'était juste un petit retour d'expérience que je voulais partager avec vous pour illustrer ce que peut apporter la norme. Alors, l'intérêt, c'est que ça permet de calculer l'influence des zones les unes sur les autres, leur interaction, d'avoir accès à des cartes de bruit qui permettent d'illustrer ces effets-là, de les présenter au client, au maître d'ouvrage pour l'aider à faire les choix et d'optimiser, et puis aussi de discuter avec les partenaires, les ergonomes, les archis, les BET, pour pouvoir choisir les meilleures solutions. Et puis, du coup, on est obligé d'intégrer, on a intégré, nous, ces nouveaux critères dans notre outil de prévision. Donc, je te relaisse la parole, Samuel. Merci. Merci Guy pour cet exemple. Donc justement, je crois que... oui, voilà, c'est ça. Pareil, hein, dans l'esprit de donner quelques exemples, ça peut être aussi du réaménagement. Ça, c'est un exemple de réaménagement d'un plateau existant. Visiblement, on a un timing maintenant qui... je ne sais pas pourquoi. Il y a des... Oui, oui, d'accord. Bon, désolé. Ça bouge tout seul. Ouais, voilà. Ou alors, il y a quelqu'un qui trouve qu'on est trop lent en coulisses. Bref, où j'en étais, moi. Oui, donc c'est un exemple de réaménagement de plateau existant. C'est pénible. Avec réemploi de mobilier et ajout de compléments. Donc là, l'idée, c'est que le maître d'ouvrage dispose déjà d'un certain nombre d'éléments type cloisonnette, des claustras, mais par contre, il réaménage complètement l'espace et donc il souhaite redisposer le plus intelligemment possible ces mobiliers absorbants, ces cloisonnettes, ces claustras, organiser les espaces comme on l'a vu, et au passage donc faire la preuve et vérifier que les critères de la norme sont atteints
en rapport aux usages qu'il est prévu dans ce plateau. Bon, bah, concrètement, hein, on simule les scénarios qui sont imaginés au départ. On se rend compte, vous voyez sur une des fiches d'analyse en bas, qu'il y a des critères qui sortent en rouge, là, c'est qu'ils ne sont pas encore respectés. On propose des adaptations, on les teste et on finit par rendre, je dirais, une solution en accord avec tout le monde qui permet de respecter les critères. Et voilà, c'est le type on va dire d'apport que peut avoir la modélisation. Donc du coup, là encore, dans le dialogue avec les différentes parties prenantes, les futurs utilisateurs, il y a un intérêt d'adhésion, de confiance. Voyez, on est rassuré, on sait que l'espace a été conçu pour que ça fonctionne le mieux possible. Ça, c'était un autre exemple. Là, c'est du neuf, 100% neuf dans un bâtiment neuf qu'on ne connaît même pas. Donc, pour dire, là encore, ces modèles peuvent nous permettre, très en amont, de travailler avec donc les architectes, les ergonomes, les space planners. Et là, ce qui était intéressant dans celui-là, c'est notamment qu'il y avait une disposition un peu particulière de bulles. On voit un peu ces espaces au milieu, qui déjà eux-mêmes, par leur position, permettaient de créer des obstacles. Ça rejoint un peu les exemples qu'on a évoqués tout à l'heure. Et donc déjà d'en tenir compte dans les évaluations des critères et voir ce qu'il fallait rajouter en termes de petites claustras complémentaires, cloisonnettes. On a même regardé des baffles supplémentaires en plafond, parce que vous savez, dans les grands espaces longs, en fait, le côté plafond absorbant, ça peut être intéressant de le compléter parfois par des baffles, parce que on rentre un peu dans la technique, mais l'incidence rasante sur ces plafonds fait que l'absorption n'est pas toujours aussi bonne qu'en champ parfaitement diffus. Donc des fois, c'est intéressant de casser un peu la propagation dans la longueur. Désolé pour les slides qui tournent tout seuls. Ça, c'était un autre exemple. C'était un aménagement pour le coup d'un call center dans un espace existant qu'on a pu qualifier au départ. Donc là, on sait de quoi on part. On fait les mesures des différents critères. On modélise l'espace. On implémente les différents postes de travail. Alors là, c'était une assez forte densité et un enjeu bien identifié du client final, du maître d'ouvrage, l'envie que les choses soient faites au mieux. Et on a testé pas mal de scénarios pour arriver à trouver justement le bon curseur, avec là aussi rajout de baffles au plafond. On les voit sur l'image finale à la fin. Et tout ça a pu être pensé en amont, de sorte que lorsque les salariés ont emménagé dans leur nouvel espace, tout était prêt. Et quelque part, ils avaient déjà fait partie dans ces groupes de travail collaboratifs. Ça rejoint un peu l'implication dont tu parlais. Ils avaient déjà fait partie de la solution parce qu'ils avaient contribué au choix, je dirais, final du curseur. Et c'était assez intéressant parce que d'ailleurs, on a vu par moment qu'au bout d'un moment, on augmentait le nombre de baffles, mais on ne gagnait plus grand-chose. Et d'un commun accord, tout le monde a dit c'est là où il faut s'arrêter. On respectait les critères et on avait on va dire une organisation et des aménagements qui étaient rationnels et comment dire, adoptés par tous. Donc c'est ça l'intérêt de ces modèles aussi, pour moi. Et puis évidemment, à la fin, on fait les mesures pour valider les objectifs qu'on a cherché à viser. Donc voilà différents exemples de mesures de réverbération ou de, je ne sais plus ce qu'on faisait là, peut-être du taux de décroissance, mais je ne vois plus la source. Ça donne aussi des exemples d'aménagement qui ont pu être faits. Vous voyez ici des panneaux un peu de séparation entre des espaces qui sont suspendus, des renforts d'absorption en plafond. Là encore, des panneaux qui rajoutent de l'absorption, qui séparent un peu les couloirs, de l'absorption en plafond. Des petites prolongations absorbantes et qui créent une barrière supplémentaire au-dessus des petites étagères qui renforcent là encore l'atténuation poste à poste ou entre zones. Et donc voilà, ça permet à la fin de vérifier, de qualifier et de quelque part objectiver encore une fois qu'on est bien allé au bout de la démarche. Voilà, merci de votre attention. Ce que peut-être je voulais rajouter, il y avait un truc que tu m'as dit là, mais ça m'est ressorti de la tête.
Oui, non, c'est pas grave, ça me reviendra. Voilà. Merci de votre attention. En parallèle, je voulais vous montrer aussi, donc nous on avait fait une synthèse de la norme via une brochure que je voulais vous présenter. Donc je te laisse en attendant, je vais aller chercher ça dans mes dossiers. Ouais. Bien sûr. Bon voilà, il y a effectivement le guide méthodologique, la démarche qui est l'ED de l'INRS que vous a présenté Lucas. Celui-là, moi je dirais qu'il est plutôt destiné à plusieurs niveaux de connaissances et plusieurs utilisateurs. En gros, il s'adresse aussi bien à des novices qui n'y connaissent rien, qui veulent juste se questionner sur comment initier leur démarche, comment avoir des idées qui vont les orienter. Et puis il va beaucoup plus loin après pour les spécialistes effectivement de la prévention, les acousticiens, etc. On a également ce document que va vous présenter Sylvain qui est en gros une synthèse finalement, les grandes lignes de la norme. En fait, c'est une brochure qu'on a réalisée parce qu'on s'est dit, alors effectivement, les normes, elles sont payantes et l'idée, c'est quand même de l'obtenir parce que vous avez tous les détails, tous les descripteurs acoustiques que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Mais là, l'idée, c'était quelque part de vulgariser un peu la norme pour l'ensemble des lecteurs qui pourraient être intéressés par ce sujet. Donc c'est une brochure qui est disponible sur notre site internet, directement sur Ecofond, et qui, comme je vous l'ai dit, décrit différentes choses, aborde différentes choses, donc notamment sensibilise sur le bruit dans les bureaux avec différentes définitions, voilà, pour la rendre la plus accessible possible. Et après, on reprend donc pas mal de descriptions sur la norme, différentes parties. Donc les principes, on rappelle les principes de base de la conception des espaces avec les différents types de traitements que l'on pourrait avoir. En expliquant du coup donc, sur quelle partie ça se réfère de la norme et en expliquant et en donnant quelques exemples de traitements possibles. Ensuite, on parle de l'agencement, de la géométrie des salles, donc la configuration des pièces, comment elles devraient être au mieux optimisées. Et après, on aborde chaque activité que l'on retrouve dans la norme. Donc avec un critère qu'on pourrait retrouver donc acoustique dans la norme, on ne les donne pas tous forcément, mais l'idée c'est de donner un exemple, et avec un descriptif de l'espace, de l'activité donc, qui est derrière et qui est défini dans ce document. Donc à chaque fois l'activité, les types d'espaces qu'on pourrait retrouver dans l'activité, donc derrière télécommunication et communication vidéo, vous avez les centres de relations clients, centres d'appel, enfin des exemples concrets de choses qui existent dans les espaces tertiaires. Donc type d'espace 3, travail collaboratif, les enjeux acoustiques aussi sont donnés à chaque fois, bien expliquer finalement qu'est-ce qu'on attend sur cet espace. Voilà, donc vous retrouvez chaque espace. Après une description du descripteur acoustique finalement, plus en détail, parce que quand on parle de DAS, qu'est-ce que c'est? Donc il est défini ici. Et puis vous retrouvez le glossaire, donc avec tous les éléments techniques qu'on retrouverait dans la brochure, qui sont définis et qui sont finalement accessibles pour la plupart des personnes qui ne connaisseraient pas finalement ces descripteurs acoustiques. Voilà, donc l'idée c'était juste de vous montrer ce document. Si vous êtes intéressé, donc moi je peux vous le partager, vous le retrouvez aussi sur notre site internet et ça peut vous servir aussi d'appui lorsque vous fournissez une étude acoustique par exemple. De glisser avec une petite description de tout ce qui se passe dans l'étude, c'est toujours intéressant en complément. Voilà. Ça ne remplacera jamais forcément tout l'accompagnement que vous allez ajouter sur l'étude.